Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc aujourd'hui, on organise avec la FRAB, donc la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne, un nouveau webinaire pour vous présenter les bases de la nouvelle réglementation bio. Donc ça va être Niels Bies de la FRAB qui va intervenir aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci. Et la main, Niels, on va commencer. Et bon, il y aura probablement des gens qui vont arriver progressivement. Donc, il faudra juste les accepter. Donc, Très bien, pas de je te passe souci. la main. Ouais, je vais m'occuper. Du coup, c'est moi qui ai la main pour accepter les nouveaux entrants. Ok, très bien. Alors, ça y est, je vois que je suis animateur. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être commencer par me présenter avant de commencer vraiment le déroulé du webinaire. Donc, j'ai reconnu quelques noms là dans les participants, les participantes. Donc, voilà, je pense qu'on a déjà dû se croiser à quelques occasions pour certains d'entre nous. Je suis Niels Bies, moi je suis salarié à la FRAB Bretagne. La FRAB Bretagne, c'est la Fédération régionale des agriculteurs bio. Donc c'est la fédération des GAB et d'AgroBio 35. Donc le GAB 22, GAB 29, GAB 56 et AgroBio 35 sur le territoire breton. Voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont à cheval sur d'autres territoires comme la Loire-Atlantique, donc là-bas c'est le GAP 44. Mais voilà, c'est la fédération au niveau régional de ces structures-là. Et donc moi, plus précisément sur mes missions, donc je suis chargé de mission sur les dossiers filière animale en agriculture biologique, donc le suivi de filière, la coordination de programmes de recherche, de publications techniques, etc. Et j'ai également un tiers de mon temps sur la réglementation bio. Donc, c'est-à-dire de la veille réglementaire, des réponses aux questionnements de GAB, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, en lien avec Charlotte, on vous propose ce contenu de webinaire sur les bases de la réglementation bio et notamment quelques informations sur les évolutions réglementaires, puisque depuis le 1er janvier de cette année, on a changé de cadre réglementaire au niveau de la réglementation bio européenne. Voilà. Bah, écoutez, je vais tout de suite partager mon écran. J'ai accepté encore une ou deux personnes là au fil de l'eau. J'espère que je vais bien voir les autres demandeurs au fur et à mesure malgré le partage d'écran. Normalement, c'est bon, ce sera quasiment au milieu de ta présentation. Ok, super. Tant que j'ai un endroit où cliquer, c'est parfait. Euh, donc, on a un temps là qui nous est consacré. On a 2 heures de temps pour parler un petit peu de ce sujet réglementation bio. Alors, la réglementation bio, c'est pas forcément un sujet extrêmement euh, facilement abordable, on va dire les choses comme ça. C'est pas non plus un sujet voilà, qui donne forcément envie d'être lu dans son contenu. Ça peut vite ressembler à du texte réglementaire, mais on va rendre ça aussi pédagogique et ludique que possible. Et si vous avez des questions, du coup, en accord avec ce qu'on s'est dit avec Charlotte pour la préparation du webinaire, vous avez l'espace discussion dans lequel vous pouvez adresser vos questions. Et sinon, de toute manière, on aura des temps sur lesquels on aura des temps de questions-réponses. Donc, à ce moment-là, si vous souhaitez activer votre micro et votre caméra éventuellement, vous pourrez le faire sur ces temps-là. Donc, je vais commencer par quelques petites règles d'usage, mais je pense que ça doit parler à peu près à tout le monde. Globalement, on essaye de couper les micros pour éviter les perturbations sonores au moment de la présentation. Et puis après, voilà, ce que je vous disais, vous avez des temps qui sont dédiés à ça. Si vous avez des questions que vous avez peur de les oublier, marquez-les dans l'espace discussion. Et sinon, vous pouvez vous exprimer directement à l'oral sur les créneaux dédiés. Et donc, les créneaux dédiés, on va avoir 2 parties pour ce webinaire. On va avoir une partie sur les bases du cahier des charges. Donc là, je vais revenir sur les grands principes, à peu près comment est-ce que ces principes sont détaillés dans une lecture réglementaire et comment est-ce qu'ils s'appliquent sur le terrain. Ces principes de base, ils n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. Donc, je vous présente d'abord ce socle d'informations. Suite à ça, on a un temps de questions-réponses à la fin de la première partie. Et on va rentrer ensuite dans une deuxième partie sur les évolutions, les principales évolutions. En gros, qu'est-ce qui a changé au 1er janvier 2022 et en quoi ça peut être impactant pour les fermes. Donc, le webinaire, on a un créneau de 14 heures à 16 heures qui est prévu pour ça.
Voilà, on essaiera dans tous les cas à 15 heures d'attaquer la partie 2 et on verra ensuite comment se passe le déroulé. Dans tous les cas, moi, c'est une trame que je vous présente, mais si vous avez des questions qui s'éloignent un petit peu de la trame, il ne faut pas hésiter à vous exprimer parce que voilà, même si je n'ai pas forcément réponse à toutes les questions que vous allez pouvoir m'adresser, normalement, on doit pouvoir s'écarter un petit peu si ça fait vraiment partie des questionnements que vous avez, vous, en lien avec vos accompagnements sur le terrain, par exemple. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en parlant tout d'abord de la base. La base, c'est que l'agriculture biologique, elle est régie par un cadre européen, c'est-à-dire à l'échelle de l'Union européenne. Et ensuite, elle a un cadre d'application qui se fait au niveau des différents territoires, les États membres. Donc, sur notre territoire, le territoire national, la France, on a donc ce cadre réglementaire européen qui s'applique sur le territoire français. Et des fois, le cadre réglementaire européen, il a quelques petits flous ou il y a quelques petites inconnues. Et donc, ces petites inconnues et ces petits flous, le problème, c'est qu'on a du mal à appliquer la réglementation sur le terrain tant qu'on n'a pas levé ces flous, tant qu'on n'a pas appliqué certains éclaircissements. Et c'est pour ça qu'on a aussi des outils au niveau national pour apporter ces éclaircissements. Donc, si on va dans de la référence réglementaire, voilà, je vous donne les références, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ces références. Si vous les oubliez à la fin du webinaire, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous vous souveniez du contenu et des grandes tendances que j'essaie d'apporter ici. Donc, on a un règlement européen qui est le RCE 2018-848. Ça, c'est le règlement qui est décidé au niveau de l'Union européenne, qui a été l'aboutissement d'un travail entre les instances de l'Union européenne, le Conseil, le Parlement, etc. Et ensuite, vous avez les outils pratico-pratiques pour la mise en application sur le terrain. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est ce que l'on appelle parfois, on cite parfois le guide de lecture, on cite le guide d'étiquetage, et puis il y a aussi certains cahiers des charges qui sont des cahiers des charges nationaux, parce que c'est pas qu'ils ont été oubliés au niveau européen, mais c'est qu'au niveau européen, on a fait un premier cadrage et qu'après, sur des productions vraiment très, très spécifiques, par exemple en France, les escargots, il était très important que la France ait son propre cahier des charges agriculture biologique sur les escargots. C'était peut-être un petit peu moins indispensable au niveau européen. Ben, du coup, on a créé ce cadre au niveau français. Mais ça s'intègre dans un cadre européen. Donc voilà comment ça se passe globalement au niveau de la définition du cadre de l'agriculture biologique. Avant de rentrer un petit peu dans le contenu, moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir sur l'étymologie et notamment les termes qui sont utilisés pour parler d'agriculture biologique, puisque comme on définit les choses au niveau européen, on le définit dans toutes les langues de l'Union européenne. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, quand on regarde par exemple en français, agriculture biologique, le mot biologique, derrière, on met des notions assez spécifiques. On met les notions de vivant, la vie également derrière ce terme. Et dans d'autres langues, par exemple en espagnol, on ne va pas utiliser les mêmes termes. Par exemple, en espagnol, on utilise le terme écologique. Et là, du coup, on ne parle pas tout à fait la même chose. On parle plutôt de relation d'interaction entre le vivant et son milieu. Vous voyez qu'on élargit un petit peu le champ par rapport aux notions de vivant. Là, on parle plutôt d'interaction entre les acteurs du vivant. Et si on prend encore un autre terme, bon voilà, j'ai pas voulu mettre le drapeau du Royaume-Uni, j'ai pris le drapeau de l'Irlande parce que comme ils sont sortis de l'Europe, mais l'idée c'est la même. On utilise le terme organique. Et là, organique, c'est pareil, on fait appel encore à d'autres notions, comme les organes, le vivant, mais aussi la notion du carbone. Et donc, quand on regarde un petit peu tous ces termes et ce qu'il y a derrière du point de vue purement étymologique, on comprend à peu près ce qui peut être du domaine du certifiable et ce qui ne peut pas être du domaine du certifiable en agriculture biologique. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si vous vous posez une question de est-ce qu'on peut certifier ça, tel ou tel produit, c'est bien de se rappeler un petit peu de ces éléments-là parce que ça peut nous aiguiller sur la réponse. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui peut être prévu pour telle ou telle production? Donc, à l'heure actuelle, à ce jour, ce qui est certifiable, ce qui est cadré par le règlement européen, il y a trois grands types de familles d'éléments de production qui sont encadrés par le cahier des charges et donc qui peuvent bénéficier du label agriculture biologique. La première famille de produits, c'est les productions agricoles vivantes et non transformées, donc du produit brut, du foin, par exemple. Bon, c'est pas forcément un bon exemple parce qu'il marche aussi dans la deuxième grande famille, les aliments pour animaux. Donc, si on utilise une production agricole vivante non transformée, on peut prendre l'exemple de la pomme, par exemple. L'aliment pour animaux, on peut parler du foin. Et ensuite, on a une troisième grande catégorie, c'est les produits agricoles transformés à destination de l'alimentation humaine. Des pâtes, par exemple. Et là, avec ça, vous avez les trois grandes catégories de produits finis
commercialisables et labellisables en agriculture biologique. Il y a un exemple qui est assez parlant, un exemple d'exclusion. Vous ne trouverez pas de bouteille d'eau labellisée agriculture biologique, puisque l'eau ne rentre pas dans ce cadre. Et si on se rappelle des définitions de tout à l'heure, les notions d'interaction entre le vivant et le milieu, la notion de carbone, la notion d'organe, voilà, on voit que l'eau elle est exclue de ce cadre, donc on ne peut pas prévoir de cahier des charges agriculture biologique pour l'eau. Et puis parce que ce n'est pas un produit agricole. Par contre, on a comment dire, on a quelques exceptions. Et il y en a une notamment qui est arrivée récemment, c'est le sel. Vous voyez que le sel, ce n'est pas un produit agricole, ce n'est pas un produit organique, ce n'est pas un produit basé sur le carbone. Et pourtant, le sel, c'est la grande exception depuis le 1er janvier. Ça sera un produit qui pourra être labellisable agriculture biologique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera obligé d'utiliser du sel agriculture biologique dans les processus de transformation alimentaire, mais que ça sera une possibilité et que la réalité, elle sera là. On pourra labelliser du sel en agriculture biologique. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal de se rappeler un petit peu ou bien alors de se rappeler ou simplement de poser quelles sont les valeurs fondamentales de l'agriculture biologique. Il y en a plusieurs. Les valeurs fondamentales de l'agriculture biologique, elles sont inscrites dans le cahier des charges qui est produit au niveau de l'Union européenne. Et je vous en ai mis une petite liste qui n'est pas vraiment exhaustive, mais ça vous donne les tendances, ça vous donne des idées. Le lien au sol, c'est une des valeurs fondamentales de l'agriculture biologique. La question de la préservation des ressources naturelles l'est également. L'exclusion des OGM rédigée de cette manière-là, hein, c'est effectivement aussi dans le cadre réglementaire de l'agriculture biologique. Le fait qu'on soit sur des mesures préventives, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de prévenir plutôt que guérir. Donc, tout ce qui est autour de ce principe-là, offrir un cadre de vie des animaux qui permettent de minimiser l'apparition des maladies, offrir des systèmes de culture comme de la rotation culturale, des pratiques d'utilisation des sols qui permettent d'éviter l'apparition de maladies et du coup, des mesures curatives comme des traitements. Ça, c'est aussi dans les principes de l'agriculture biologique. Et également, un autre principe qui est très important, c'est le contrôle. Le contrôle du bon respect des règles. Parce qu'on a pas mal de cahiers des charges qui existent, mais tous n'ont pas une politique de contrôle comme c'est le cas en agriculture biologique. Il y a des systèmes sans contrôle, il y a des systèmes en autocontrôle. Et là, en agriculture biologique, on a l'un des systèmes de contrôle les plus exigeants, c'est-à-dire que le contrôleur est complètement indépendant de l'acteur de la production. D'autres valeurs fondamentales là, que je vous ai marquées en fin de diaporama, l'autonomie à l'échelle des systèmes, à l'échelle des fermes. L'autonomie, ça veut dire globalement la minimisation du recours aux intrants. Et l'un des derniers aspects, quand il y a des pratiques d'élevage, c'est le bien-être animal. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et j'enchaîne au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un produit biologique? C'est-à-dire que on sait qu'il va respecter un cadre, on sait qu'il respecte un ensemble de valeurs fondamentales, ce produit agriculture biologique. Mais du coup, comment est-ce qu'on l'identifie? Alors là, des fois, il peut y avoir quelques confusions sur ce qu'on appelle les labels d'identification ou ces logos là que vous avez sous les yeux. Donc, il y en a un qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise les termes biologique ou dans les langues étrangères, par exemple, en Irlande, quand on utilise le terme organique ou en Espagne le terme écologique, et ben, du coup, on va être obligé d'utiliser le logo communautaire. C'est celui-là, c'est ce qu'on appelle l'eurofeuille. Et il est obligatoire et à partir du moment où il est apposé sur le produit, ça veut dire que le produit, il est certifié, il est contrôlé. Donc, si vous voulez, il n'y a que deux catégories dans le champ des possibles. Il y a un produit qui a l'eurofeuille et dans ce cas-là, il est effectivement bien contrôlé, labellisé, etc. Il respecte le cadre de la production biologique. Et il y a les produits qui ont l'eurofeuille et qui ne respectent pas le cadre. C'est tout simplement une fraude et ça doit être retiré du marché. Mais à partir du moment où on fait référence à la bio, on doit utiliser les codes et le cadre de la bio. Et donc labelliser le produit et utiliser son logo. Donc ça, c'est au niveau européen, mais en France, on préfère le logo AB parce qu'on identifie mieux le logo AB. Voilà, quand vous avez des enquêtes consommateurs, 9 Français sur 10 connaissent le logo AB et savent ce qu'il y a derrière, alors qu'on est à 7 Français sur 10 qui connaissent le logo Eurofeuille et qui comprennent que c'est en lien avec l'agriculture biologique.
Alors, on a deux types de logos, en fait. Vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai un logo avec marqué contrôlé par FR Bio et avec un intitulé certifié au-dessus de agriculture biologique. Ça, c'est parce que ce logo-là, certifié, contrôlé, il est utilisé sur les produits qui ont une destination de vente. C'est-à-dire le pot de rillettes certifié agriculture biologique que vous allez trouver en rayon, il aura ce logo-là. Alors que les logos qui sont à droite, ce sont des supports de communication. Par exemple, un producteur transformateur peut mettre sur son camion de livraison le logo AB, mais il ne peut pas mettre le logo certifié AB. Le logo certifié AB, c'est pour les produits qui ont une destination commerciale. Voilà pour l'identification d'un produit et puis la petite différence entre les logos. Une fois qu'on a cette information-là, c'est intéressant de savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau de la transition du système, ou du moins de la création du système. Il y a aussi cette possibilité-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un univers qui est hors certification agriculture biologique vers un espace qui va du coup être cadré par l'agriculture biologique. Donc le passage en agriculture biologique, ou ce qu'on appelle classiquement, et dans les textes européens, la conversion à l'agriculture biologique. Alors la première information, c'est que c'est une démarche volontaire. Ce n'est pas une démarche qui est imposée, ce n'est pas une démarche obligatoire, c'est une démarche volontaire. Donc, on s'impose à soi-même sur son système le fait de rentrer dans un cahier des charges avec un ensemble de critères, un ensemble de contrôles que l'on est obligé de respecter, parce que sinon, on sort de cette filière-là. Et donc, cette démarche volontaire, en fait, elle peut avoir lieu, enfin, elle peut être en lien avec différentes situations. Il y a 3 situations possibles. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire convertir un système qui est existant, qui est non labellisé, donc qui est déjà qui est en conventionnel, mais qui est existant, et le passer en agriculture biologique. Donc, c'est une conversion d'un système conventionnel vers l'agriculture biologique. La deuxième possibilité, c'est quand on a un schéma d'installation. C'est-à-dire, voilà, on a quelqu'un qui va s'installer sur une ferme et en profiter pour passer la ferme en bio. Donc, c'est une installation qui enclenche une conversion. Et après, la dernière possibilité, c'est l'installation avec la création d'un nouvel atelier. Par exemple, je m'installe sur une ferme laitière qui produit du lait de vache en conventionnel. Et du coup, moi, je vais créer une activité sur cette ferme, par exemple en agriculture biologique, en créant un nouvel atelier. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche que l'on s'impose et que l'on s'engage à respecter à l'échelle de son système. Et comme c'est une démarche volontaire, elle s'accompagne d'un ensemble d'une procédure de déclaration pour dire, bah voilà, moi sur mon système, je veux rentrer dans ce cahier des charges, je vais produire en agriculture biologique, et donc je me signale aux organismes qui sont compétents. Et donc en France, on a 2 types d'interlocuteurs pour le signalement, pour passer en agriculture biologique. On a l'administration. Alors l'administration, là ici, c'est l'agence bio. L'agence bio qui fait aussi tout un ensemble d'autres activités comme la communication autour de l'agriculture biologique ou les activités d'observatoire de la bio. Et donc, on se signale à l'agence bio et on se signale aussi auprès d'un organisme d'audit qui est agréé. Donc, on a une liste finie d'organismes d'audit en agriculture biologique qui existent en France, c'est-à-dire qu'ils sont agrémentés par les services de l'État. On ne peut pas choisir n'importe quel organisme d'audit, il faut qu'il ait son agrément en bio. Et donc, on doit respecter ces 2 étapes, se signaler à l'agence bio et trouver un organisme d'audit. Et ensuite, la date du démarrage de la conversion en agriculture biologique, ça sera la date la plus tardive entre la notification à l'agence bio ou la signature du contrat avec l'audit. Voilà, c'est-à-dire que si ma date la plus tardive, c'est la signature du contrat avec l'organisme d'audit, je me suis déjà notifié, mais après, je signe mon contrat avec l'organisme d'audit, c'est cette date-là qui sera prise comme démarrage de la conversion, parce que c'est la plus tardive. Voilà pour le passage en bio. Avec quelques informations de plus quand même, passer en bio ne se fait pas sans délai. Et le délai pour passer en bio, donc le délai de conversion, il va être fonction de l'objectif et fonction aussi de la production que l'on veut passer en agriculture biologique. En général, les grandes tendances, vous les connaissez, c'est 2 ans pour les terres, c'est-à-dire il y a minimum 2 ans qui doivent s'écouler entre le démarrage d'une activité, enfin d'une notification ou d'un engagement en bio et le fait que les terres soient effectivement certifiées ou que leur production soit effectivement certifiée en bio, c'est toujours minimum 2 ans.
Et ensuite, pour les productions animales, ça va varier. Ça va varier en fonction des espèces. Ça peut aller de quelques semaines à 12 mois en fonction des espèces. Il y a une possibilité aussi qui existe, plutôt que de réfléchir et de raisonner différemment entre terre et animaux, ce qui peut amener des dates d'arrivée en bio assez variables, pas forcément extrêmement pratiques sur de la gestion de système. Et cette possibilité, c'est ce qu'on appelle la conversion simultanée. Ça veut dire qu'on va simultanément convertir en agriculture biologique durant une période donnée, donc durant un laps de temps donné, les terres et les animaux. Et c'est ce qui est utilisé le plus couramment, par exemple, pour les productions euh, en ruminant. C'est l'un des schémas les plus classiques, où du coup, on va synchroniser la conversion. Et donc, on va convertir l'ensemble du système, ses terres et ses animaux, sur une durée de 2 ans, pour que l'arrivée en bio soit synchronisée sur l'ensemble des produits. Le foin, les cultures, les animaux, le lait des animaux, la viande des animaux, etc., etc. Donc, on peut donner un petit exemple ici. Alors, j'ai utilisé une ferme fictive qu'on va appeler la ferme du lait. À gauche, elle est en agriculture conventionnelle. À droite, elle est en agriculture biologique. On veut la convertir, hein, donc lui faire observer une période de conversion. Eh bien, pour les prairies, on l'a dit à l'instant, hein, les prairies, ça fait partie des terres. Donc, la durée de conversion, ça va être de 2 ans. Pour les cultures annuelles, c'est pareil. La durée, elle va être de 2 ans. Alors, petite vigilance sur quand est-ce qu'on va semer ces cultures annuelles. Euh, pour ne pas avoir de problème, on fait toujours les semis après date, c'est-à-dire que on va récolter en bio euh, le produit d'une culture qui a été semée. Par exemple, si j'ai semé ma culture en deuxième année de conversion, bah, la récolte sera de deuxième année de conversion, même si 2 ans se sont écoulés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour les cultures annuelles, il y a quand même une vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'en fonction du jeu de calendrier, réfléchir à la date de début de conversion d'agriculture biologique peut être très important, parce qu'en fonction de la période du semis, ça va nous donner la qualité de la récolte, si elle est en conversion ou si elle est en agriculture biologique. Et voilà, et pour les vaches, par exemple, sur cette ferme-là, qui est une ferme fictive, on va lui appliquer une période de conversion de 2 ans, parce qu'on va dire que c'est une conversion simultanée. Et là, du coup, en 2 ans, la ferme passe en agriculture biologique, s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de manquement, s'il n'y a pas d'écart à la règle. Donc, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure de la certification, des contrôles. On va revenir un petit peu plus précisément sur ce sujet. Les fermes ou les transformateurs ou voilà, les autres opérateurs qui produisent en agriculture biologique ont leur activité de production et de commercialisation. Et à côté, dans le périmètre de l'agriculture biologique, on a des organismes de contrôle qui sont des organismes externes. En France, ces organismes sont privés, ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants de tout autre acteur, et ils sont agrémentés. Agrémentés, ça veut dire que le ministère, donc via un organisme qui s'appelle l'INAO, le ministère va agrémenter des organismes de contrôle qui vont être des organismes privés indépendants. Ils vont dire, bah, Ecoser, on vous donne une délégation pour que vous puissiez contrôler des fermes à l'agriculture biologique et vérifier qu'elles respectent bien le cahier des charges à l'agriculture biologique. On va faire pareil avec d'autres organismes certificateurs, etc., etc. Et ça, c'est une caractéristique en France. On a choisi ce schéma de fonctionnement-là. Donc, tous les organismes de contrôle en France, ce sont des organismes qui sont privés, indépendants de la ferme, complètement en dehors de la ferme, et qui sont agrémentés par les services du ministère. On a 11 organismes certificateurs en bio en France. Et en Bretagne, les plus courants, c'est ceux qui s'affichent ici. Voilà, Ecoser, Certis, Certipac, Bureau Veritas, c'est les plus courants, en tout cas sur de la certification de ferme euh, en Bretagne et même dans l'Ouest, c'est ceux qu'on retrouve principalement. Mais il y en a d'autres qui sont sur d'autres périmètres, sur d'autres territoires, comme dans le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, etc., et qu'on va retrouver moins fréquemment chez nous, mais très fréquemment sur ces autres territoires. Puisqu'on en est à parler des organismes de contrôle, c'est intéressant de savoir comment se déroule un contrôle d'un organisme certificateur. Un contrôle, il se passe sur site, c'est-à-dire qu'il y a la visite d'un auditeur, donc par exemple la visite d'un auditeur de chez Certis, si on est certifié par Certis, qui va venir sur la ferme et qui va contrôler le bon respect de l'agriculture biologique. Donc, avec un ensemble de critères, de la démarche documentaire, du contrôle visuel, des questions, etc., etc. Et donc,
produire en agriculture biologique ou s'engager en agriculture biologique, comme je le disais tout à l'heure, c'est une démarche volontaire. On n'oblige personne à passer en agriculture biologique. Donc, on se soumet à l'ensemble de ces mesures, à l'ensemble de ces obligations, et donc on fournit à l'organisme certificateur l'ensemble de la documentation et des informations qui sont demandées pour s'assurer qu'on respecte bien le cahier des charges et s'assurer d'être dans son bon droit quand on utilise le logo agriculture biologique. Donc ça, c'est la norme. Toutes les fermes ont un contrôle par an minimum en France. On a cru que ça allait changer avec la nouvelle réglementation bio, mais ça ne changera pas en France dans la pratique. Et on rajoute à ça un contrôle inopiné dans 50% des cas. Alors, contrôle inopiné dans 50% des cas, c'est peut-être pas hyper clair. Donc, on va prendre ce petit exemple. Ce petit exemple-là, le cadre bleu, c'est 100 fermes. 100 fermes en Bretagne que l'on doit contrôler. Donc, toutes ces fermes, on les contrôle une fois par an, c'est le contrôle planifié. Et ensuite, on va prendre 50% du lot de ferme, donc la moitié de l'échantillon, et on va rajouter sur ces fermes des contrôles inopinés. Donc ça veut dire que dans ce lot, il y a 50 fermes qui vont être contrôlées qu'une fois, et il y a 50 fermes qui vont être contrôlées 2 fois. Parce que il y a un lot qui est plus ou moins tiré au hasard, qui va en plus avoir un contrôle inopiné. Inopiné, ça veut dire qu'il n'est pas planifié. L'auditeur va venir sur site, dire ben voilà, je viens contrôler la ferme, c'est un contrôle inopiné, et on va vérifier que tout se passe bien sur la ferme. Donc là, par exemple, il y a 150 contrôles effectués pour 100 fermes. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser des questions dans le chat. Et donc, ce que je vous disais, hein, c'est comment se passe un contrôle. Globalement, il y a du contrôle documentaire, du visuel et éventuellement, s'il y a des suspicions, s'il y a des doutes, on peut réaliser des prélèvements d'échantillons au besoin, des échantillons dans un silo pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'écart aux règles, qu'il n'y a pas eu de produits non autorisés qui ont été utilisés. On peut faire des échantillons sur un carottage de terre pour s'assurer des mêmes critères, etc. On peut faire un échantillon de lait pour analyser le lait et s'assurer qu'il n'y a pas eu de produits non autorisés en bio qui ont été utilisés sur les animaux, etc. Donc ça, c'est le contrôle. Et le contrôle, du coup, c'est la garantie hein, du respect du cahier des charges, puisque tout simplement, en cas de contrôle, s'il y a un manquement, s'il y a un écart à la règle, un manquement, c'est un écart à la règle, c'est un non-respect du cahier des charges, et bien du coup, on va appliquer une procédure. On va appliquer une procédure de sanction. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser tous les manquements, tous les écarts à la règle, on ne va pas les sanctionner tous de la même manière. On va avoir une graduation, un niveau de gravité qui va être dépendant du manquement. Et en fonction, on va avoir une sanction qui va être appliquée. C'est-à-dire que pour une sanction qui va être peu impactante sur la ferme, pour un manquement qui va être peu impactant sur la ferme, pardon, on va appliquer une sanction qui va être peu pénalisante. Et à l'inverse, si on a un gros manquement, une grosse triche, une grosse fraude, on va appliquer une sanction qui va être beaucoup plus pénalisante. Donc voilà, je vous ai montré un petit gradient là juste ici, assez simplement, mais par exemple, on a une rotation culturelle inadaptée. L'organisme certificateur va sur la ferme, elle se rend compte qu'il y a une rotation culturelle inadaptée, voilà, une succession de cultures qui ne va pas parce qu'on a trop de répétition de la même culture, alors que la rotation culturelle, elle est obligatoire en agriculture biologique. Et bien là, du coup, on a un manquement. Donc l'organisme certificateur va le signaler. Oula, on a un manquement, sauf que ce n'est pas un manquement qui est très, très handicapant. Donc, on va appliquer une sanction assez faible. Ici, ça va être un simple avertissement. À l'inverse, sur des manquements qui sont très, très, très impactants, par exemple, il y a une fraude sur une ferme, un producteur ou une productrice a consciemment utilisé des hormones pour, je ne sais pas, pour booster ses animaux, n'importe. C'est complètement interdit en agriculture biologique. Et bien là, on va aller sur la sanction la plus forte, le retrait d'habilitation. C'est-à-dire que cette ferme, elle va perdre son certificat agriculture biologique sur toutes ses productions, quelles que soient ses productions, parce que là, on est sur le niveau de sanction le plus fort. Voilà, ça vous donne une idée de quelles sont les conséquences d'un manquement constaté par un audit. Alors, il y a plusieurs choses du coup. Il y a la répétition des contrôles dans le temps. On a vu le contrôle annuel, les contrôles inopinés. Cette répétition de contrôle dans le temps, elle apporte une garantie sur le long terme. Et en plus, on sait que quand il y a un défaut, il doit être corrigé en agriculture biologique. C'est une obligation. Même un avertissement, il faut qu'il soit corrigé. Parce que à la visite suivante, on va vérifier, on va dire, OK, donc ici, vous aviez un avertissement la dernière fois que je suis venu vous voir. Est-ce qu'il a été corrigé? Oui, il a bien été corrigé. Dans ce cas-là, c'est bon. Il n'y a pas de pénalité. Tout va bien. Si
si les sanctions, si les manquements ne sont pas corrigés, et ben dans ce cas-là, on peut appliquer des sanctions plus pénalisantes, voire retirer les produits du marché. Donc en fait, une certification agriculture biologique, ça apporte un ensemble de garanties, puisque sur le long terme, on est contrôlé à répétition, et ensuite, tout manquement est corrigé. Donc ça apporte une crédibilité supplémentaire au logo, au label. Alors là, du coup, on a parlé un petit peu des contrôles, on a parlé un petit peu de l'étiquetage, de l'étymologie. Là, ce qui est intéressant, c'est de rentrer un petit peu dans les fondamentaux. Je vous ai listé des fondamentaux tout à l'heure en début de présentation. Et dans les fondamentaux, il y avait le lien au sol. Alors, le lien au sol en agriculture biologique, il a plusieurs entrées qui sont des obligations réglementaires. La première entrée, c'est que les cultures sont produites dans le sol. Donc, elles sont produites en terre, en lien avec la roche-mère, et notamment la nouveauté du nouveau cahier des charges à partir du 1er janvier, c'est ce terme-là, en lien avec la roche-mère. Donc, il y a des exceptions hein, pour les pépiniéristes, les cultures en bac, voilà, ce genre de choses, c'est des exceptions très, très ponctuelles, mais on est obligé en agriculture biologique d'avoir ce lien au sol, culture-sol. On a un autre lien au sol qui s'impose, c'est l'élevage des animaux en extérieur. Les animaux ont accès à l'extérieur. Pour les ruminants, c'est l'accès au pâturage. Pour les monogastriques, c'est l'accès à des courettes, à des espaces extérieurs. Mais le lien au sol, il se fait aussi par cet aspect-là, le fait que les animaux ne sont pas confinés en intérieur en agriculture biologique. Alors, je parle de confinés, c'est hors crise sanitaire particulière comme l'influenza aviaire, par exemple, qui sont des problématiques extrêmement spécifiques. Ensuite, une autre caractéristique du lien au sol, c'est le fait que les aliments des animaux sont produits sur les fermes. Et ça, c'est les notions d'autonomie dont on parlait tout à l'heure. On a un certain niveau d'autonomie à respecter. Et donc, dans la logique du lien au sol, ce sont les fermes qui produisent leurs aliments pour animaux. Et après, le dernier aspect du lien au sol, c'est le retour à la terre par les effluents, les déjections, etc. Donc, le fait que tout effluent issu de systèmes bio a l'obligation de retourner sur des terres bio. Et ça, c'est le dernier pilier du lien au sol. Les effluents bio vont sur des terres bio. Donc là, vous avez du coup quatre piliers qui s'interconnectent sur le principe du lien au sol. C'est juste un petit résumé de ce qui a été dit. Dans les valeurs fondamentales, on a aussi dit que agriculture biologique et OGM étaient incompatibles. C'est-à-dire que quand on fait le choix de l'agriculture biologique sur son système, on fait le choix d'exclure tout recours aux OGM dans son mode de production biologique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser de produits OGM, on ne doit pas utiliser de produits obtenus à partir de technologies OGM. Et il y a une exception, une seule, à cette incompatibilité. Et cette exception, c'est la médication vétérinaire. Voilà. En médication vétérinaire, pour traiter les animaux, parce qu'en agriculture biologique, on essaye le plus possible de prévenir plutôt que guérir, comme je le disais tout à l'heure, donc de créer un espace et un environnement qui limite l'apparition de maladies. Et donc, pour créer cet espace et cet environnement qui limite l'apparition de maladies, voilà, on fait son maximum, mais des fois, on est quand même dans des situations où il y a une pathologie qui est quand même apparue sur un animal et on traite l'animal. C'est aussi une question de bien-être animal que de traiter ces problématiques-là. Et donc, on a certains médicaments qui sont issus de la technologie OGM et qui sont du coup l'exception à la règle, OGM et AB incompatibles. Voilà. Alors, il y a une autre chose aussi en agriculture biologique, c'est la compatibilité entre les systèmes bio et non bio. Là, avec le petit schéma que je vous ai représenté ici, vous avez une ferme qui est à moitié bio, à moitié conventionnelle. Alors, dans les grands principes de l'agriculture biologique, ou du moins dans son cadrage général, on nous dit que la mixité, c'est-à-dire produire en bio et produire en conventionnel sur une ferme, ou dans une unité de transformation, transformer des produits en bio, transformer des produits qui ne sont pas bio, dans le principe, c'est interdit. La mixité, elle est présentée comme une possibilité dérogatoire, mais dans le principe de l'agriculture biologique, elle n'est pas autorisée. Cependant, l'agriculture biologique, c'est une production qui doit faire certaines, comment dire, qui accepte certains cadres dérogatoires pour faciliter son développement et son expansion, sa généralisation. Donc, en fait,
on va penser l'agriculture biologique et ses règles en fonction de ce qu'elle doit être, et on va également appliquer quelques possibilités de déroger à ces principales règles pour encourager le développement de l'agriculture biologique, parce qu'on sait que si on encourage le développement de l'agriculture biologique, à terme, les dérogations, on pourra les supprimer. Sauf que si les dérogations, on ne les met pas au début, on n'encourage pas le développement de la bio, du moins on le complexifie, on retarde son développement et on a plus de mal à arriver au même point d'arrivée. Donc, on accepte ponctuellement de déroger à certaines règles, et la mixité, produire en bio et en conventionnel, ça fait partie de ces dérogations-là. Du coup, la réponse, c'est qu'il y a des exceptions au fait qu'une ferme doit être 100% bio. Et ces exceptions, voilà, je les ai citées. C'est pour un cadre dérogatoire qui s'inscrit dans une durée de temps limitée et qui, à terme, doit être supprimé. Alors, par exemple, on va prendre des exemples de mixité pour que ça soit parlant. Sur la production animale, la règle est la suivante: pas de mixité sur la même espèce animale. Par exemple, une ferme qui va produire du lait de vache et des produits de viande issus de l'élevage porcin, le lait de vache est en bio, voilà, les produits de la charcuterie sont en conventionnel. Là, on n'est pas sur la même espèce animale. Donc, c'est un cas de production en mixité qui est possible, en tout cas dans le cadre dérogatoire de l'agriculture biologique. Par contre, si je souhaite produire du lait de vache biologique et produire de la viande de bœuf conventionnelle, on est sur la même espèce. Pardon. Et donc là, ça ne sera pas possible de produire dans ce cadre de mixité-là. En production végétale, la mixité, on ne va pas parler d'espèces, on va parler de variétés différenciables. Alors là, le meilleur pour comprendre ça, c'est les exemples, parce que moi, cette phrase-là, sinon, je ne la comprends pas. J'ai beau la relire et la relire dans le texte, je ne la comprends pas. Mais si vous regardez, par exemple, ici, vous avez des pêches jaunes et des pêches blanches. OK, c'est différenciable. Je peux le différencier à l'œil nu. Donc, la mixité est possible. Par contre, j'ai du maïs en silage et du maïs grain. Je voudrais en produire un en bio et un en conventionnel. Là, ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir différencier l'épi de maïs. Ce n'est pas possible. Voilà, donc pour l'animal, c'est des espèces différentes. Pour le végétal, c'est des variétés différenciables à l'œil nu. Dans tous les cas, produire sur un système qui a recours à la mixité, ça apporte un ensemble de contraintes supplémentaires, parce que tout doit être sectorisé, tout doit être stocké en différents endroits. On doit avoir des registres précis, voilà, les dates de récolte, les dates de mise en stock, les dates de vente, écoulement, etc., pour que tout soit facilement identifiable et repérable par l'organisme certificateur. C'est une obligation. Et donc, on s'ajoute des contraintes de logistique, de compartimentation aussi sur les lieux de stockage, sur les lieux de récolte, sur les systèmes de récolte, le matériel que l'on va utiliser aussi pour la récolte. Il va falloir le nettoyer entre une récolte conventionnelle et une récolte biologique, etc. Donc, voilà, on s'ajoute un ensemble de critères. Il y a plus de choses à contrôler sur la ferme, donc potentiellement le coût d'audit de l'organisme certificateur est plus important. Donc, voilà, ça amène une gymnastique qui est un petit peu plus importante. Mais si vous voulez avoir des exemples que l'on peut retrouver notamment en Bretagne, des systèmes qui sont en production lait de vache biologique et porc conventionnel, on en a quand même quelques-uns en Bretagne, des systèmes comme ça, surtout sur des débuts de conversion à l'agriculture biologique en 2016-2017, où il y avait les vagues de conversion à l'agriculture biologique en lait. On avait pas mal de systèmes qui avaient encore une porcherie conventionnelle jusqu'à ce que la porcherie cesse son activité, mais ça, c'est des cas qui sont assez classiques. Une autre possibilité, produire du maïs bio et des céréales conventionnelles, ça serait possible théoriquement, mais très très compliqué du point de vue de la gestion des rotations à l'échelle d'un système. Donc voilà. Excusez-moi. Je vous ai dit tout à l'heure aussi dans les valeurs fondamentales de l'agriculture biologique, qu'il y avait un des principes, c'était l'autonomie des systèmes. Et donc d'avoir peu recours aux intrants. Sauf que les intrants, ça fait aussi partie de la réalité des systèmes. Voilà, on a parfois besoin d'acheter certains produits
pour fonctionner. Tout bêtement, c'est une thématique d'actualité. On a besoin d'acheter du carburant pour faire tourner les machines. Ben voilà, on n'est pas autonome sur tout. Mais par contre, sur tout ce qui va être labellisable ou identifiable en agriculture biologique, et ben dans ce cas-là, on va être très, très précis sur les possibilités qu'ont les fermes dans le cadre du cahier des charges. Par exemple, là, je représente la ferme et son périmètre. Le cercle, du coup, c'est le périmètre de la ferme. À l'intérieur, on est à l'intérieur du périmètre. À l'extérieur, on est hors périmètre. Et vous avez du coup un ensemble d'intrants qui peuvent pénétrer sur la ferme. Donc là, je vous ai donné une petite liste qui vous donne une idée entre les aliments pour les animaux, les fertilisants, les produits vétérinaires, les produits nettoyants, etc. Eh bien, tous ces intrants sont réfléchis dans le cahier des charges de manière à respecter un ensemble de critères. Et donc, les critères, ils peuvent être très, très divers et variés. On a les mentions UAB, utilisables en agriculture biologique. On a le fait que l'on oblige certains intrants à être bio. Par exemple, quand on achète de l'aliment pour les bovins, si on achète du foin pour alimenter des vaches laitières certifiées agriculture biologique, le foin doit être agriculture biologique. Et ensuite, la dernière possibilité de contrôle, c'est ce qu'on appelle les listes positives. Dans le règlement agriculture biologique, on a des annexes, et dans ces annexes, on a des listes. Par exemple, sur les produits nettoyants, imaginons les produits nettoyants pour ma salle de traite, ma laiterie, mon tank calé, etc. J'ai une liste de tous les produits qui sont autorisés en agriculture biologique. Et si je ne trouve pas le produit ou la molécule active dans ma liste, ça veut dire que c'est interdit en agriculture biologique. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. On a une liste. Sur cette liste, on a une dizaine ou une quinzaine d'intitulés et de lignes. Et si on n'est pas dans la liste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser en agriculture biologique. Donc, on encourage l'autonomie des systèmes et en plus, sur tous les intrants d'un système, on va vérifier que les intrants de ce système sont bien compatibles avec le cahier des charges agriculture biologique. Voilà, donc on a soit un ensemble de consignes associé à un ensemble de contrôles sur tous les intrants qui rentrent sur un système en bio pour s'assurer qu'on respecte bien les normes de l'agriculture biologique. Donc ça, c'était sur l'autonomie. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'une notion, prévenir plutôt que guérir, hein, tout ce qui est en lien avec la prophylaxie. Sur les cultures, notamment sur la gestion des nuisibles et des maladies sur les productions végétales, on va appliquer un ensemble de mesures pour éviter d'avoir, entre guillemets, à guérir les cultures, à appliquer un traitement curatif. Les rotations longues sont obligatoires en production végétale. Ces rotations longues, elles doivent obligatoirement inclure des engrais verts et ou des légumineuses. C'est une obligation pour tout type de système. On doit adapter aussi en agriculture biologique son choix d'espèces et de variétés en fonction de la production biologique, de son contexte de production, etc. On doit également privilégier la bonne qualité des sols, la bonne fertilité des sols pour limiter l'apparition de ces maladies, avoir recours à des amendements qui sont organiques, voilà, et avoir recours à des techniques culturelles adaptées. Et si, malgré tout cela, on ne réussit pas à prévenir l'ensemble des problématiques maladies ravageurs sur les cultures, et ben dans ce cas-là, et en tout dernier recours, on va voir dans la liste positive la liste des substances naturelles, organiques ou minérales qui sont autorisées en agriculture biologique. Et si le produit que je souhaite utiliser n'est pas dans cette liste, je ne peux pas l'utiliser sur mon système en agriculture biologique. Le même principe s'applique à la production animale. On va essayer de prévenir l'apparition de maladies sur les animaux pour ne pas avoir à les traiter de manière curative. Donc, on va choisir des souches et des races qui sont adaptées à l'agriculture biologique. Ça, c'est renforcé dans le nouveau cahier des charges. Ce n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire, par exemple, en production porcine, le large white est exclu. Non, ça on n'a pas ça dans le cahier des charges. Mais on encourage l'utilisation de races rustiques adaptées au terroir, etc., etc. On doit mettre en place des conditions d'élevage adaptées. Alors là, on est sur des normes très précises et très, très contraignantes. Contraignantes dans le sens où on ne peut pas déroger à ces règles. Le logement, le nombre d'animaux, le système de plein air, etc. sont des obligations en agriculture biologique. L'alimentation doit répondre aux besoins physiologiques des animaux. Voilà. Des ruminants doivent consommer des produits qui amènent à ruminer, par exemple. Euh, les oiseaux, les pondeuses, la volaille de chair accèdent à l'extérieur pour avoir une alimentation qui correspond à ses besoins physiologiques et une production
voilà, une prise alimentaire qui correspond à ses besoins. Et en tout dernier recours, si l'ensemble de ces mesures ne suffit pas pour prévenir l'apparition de maladies, eh bien là, on a le droit d'avoir recours à la médication vétérinaire encadrée par un vétérinaire. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, on doit avoir un encadrement vétérinaire. Et dans tous les cas, la médication vétérinaire, elle est limitée. Elle est limitée par animal et en quantité. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, pour les vaches laitières, je ne peux appliquer que 3 traitements sur un animal par an. Si je dépasse les 3 traitements, voilà, cet animal repasse en conventionnel, il doit réobserver une période de conversion, je vais me retrouver obligé de vendre l'animal. Enfin bref, il faut être très très attentif à ça, puisque on a une limite à ne pas dépasser. Donc si on prend notre exemple de tout à l'heure, la ferme du lait, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Une ferme fictive, encore une fois, mais ça nous donne une idée, des rotations culturales qui intègrent du maïs, mais qui entrent en rotation avec des prairies, des céréales et des légumineuses. Des terres qui sont fertilisées au fumier de bovins, qui sont des bovins qui sont élevés sur la ferme, le recours au désherbage mécanique, par exemple, une sélection ou un choix de race qui est adapté au pâturage le plus possible, puisque c'est une des caractéristiques en agriculture biologique, l'accès à l'extérieur, une alimentation qui est essentiellement basée du coup sur les fourrages, puisque pour répondre aux besoins physiologiques des animaux et avec un minimum d'autonomie alimentaire. 60% minimum, alors vous verrez que ce curseur des 60%, on va le bouger tout à l'heure dans la deuxième partie de la présentation. Et enfin, s'il y a une maladie, on est limité en nombre de produits à utiliser. Le bien-être animal en agriculture biologique, on peut le résumer en différents piliers. L'accès à l'extérieur, qui va être variable en fonction des espèces, que ce soit le plein air, le pâturage, voilà. Du moins, les notions de non-contention et de non-confinement. La configuration des bâtiments d'élevage, avec des densités limitées, des surfaces minimum à respecter par animaux, la configuration des bâtiments, mais aussi l'équipement qui doit être adapté avec de la litière appropriée, etc. L'alimentation, ça rentre aussi dans les piliers du bien-être animal, avec pour les bovins un minimum d'autonomie alimentaire, pour les monogastriques aussi, l'alimentation doit être bio, il doit y avoir un minimum de fourrage grossier dans l'alimentation, y compris des monogastriques. Les traitements vétérinaires qui sont limités, on en a parlé. Alors les mutilations, par exemple, la castration des porcs, par exemple, c'est une mutilation. Elle est encadrée en agriculture biologique. On doit la pratiquer dans certaines conditions, avec une certaine limite d'âge des animaux, par du personnel qui doit être formé. Donc voilà, s'il y a des mutilations, on essaie de les limiter le plus possible. Il y en a beaucoup qui sont interdites. Mais si on doit avoir recours à ces pratiques-là, on les encadre très strictement. Et enfin, le dernier aspect du bien-être animal, c'est la fin de vie des animaux. Les pratiques d'abattage et de transport sont encadrées. On a des âges aussi, voilà, on ne peut pas abattre une volaille de chair en dessous d'un certain âge, en dessous de 81 jours, c'est pas possible, donc on doit respecter cet ensemble de normes. Et ça nous donne les piliers du bien-être animal. Donc si on réapplique ces principes à notre ferme fictive, encore une fois, les vaches de la ferme du lait sont au pâturage dès que les conditions le permettent. La litière, elle est paillée. Le 100% caillebotis est interdit, donc on peut avoir une partie de caillebotis, mais dans tous les cas, on doit avoir une zone en dur et paillée. On a des densités à respecter, en intérieur et en extérieur. La ration doit être adaptée, composée un minimum de 60% de fourrage ici. Les bourgeonnages, il est réalisé que si nécessaire pour la protection des travailleurs sur la ferme, mais avec des limites d'âge, des techniques adaptées, la prise en charge de la douleur, etc. Et les animaux ne doivent pas être attachés. Bon là, j'ai pris mauvais exemple, l'animal est orcornadis, mais l'animal n'est pas attaché. Il est libre de mouvement. Et ensuite, voilà, le nombre de traitements qui est limité. On en arrive du coup à la fin de notre première partie. Et donc, si vous voulez, on va prendre une première salve de questions. Je vois qu'il y en a dans l'espace de discussion. Je vais juste faire une petite pause pour boire un coup. Alors, j'ai une question ici. Mince, ça s'est réduit. Sur quels éléments techniques sont basés les délais de conversion? Alors, j'imagine que c'est les délais de conversion en production animale, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des éléments techniques qui permettent de... En fait, on a une liste d'espèces dans le règlement bio au niveau européen et en fonction des espèces, on a des délais de conversion qui sont marqués.
Donc, globalement, pour les productions avicoles, c'est plusieurs semaines. Voilà, on a des délais à respecter. Les éléments techniques qui sont derrière, bah, c'est des pratiques. C'est les éléments pratiques d'utilisation ou de conduite d'élevage qui existent en Europe, qui permettent du coup d'adapter les délais de conversion en fonction de la réalité des systèmes. Mais les délais de conversion, en fait, ils ont été fixés il y a un bon moment, hein, depuis les premiers règlements européens dans les années 90, et ils n'ont pas bougé du tout, en fait, depuis cette date-là. Donc, je ne saurais pas trop dire quelle a été la procédure de réflexion pour fixer les délais de conversion. Si c'était bien la question qui était posée, question qui était posée par... Oui, c'est bien ça, Ouais, effectivement. C'est sur les, enfin voilà, de savoir sur quelle bibliographie en fait était basée. Bon, vous avez apporté en partie la réponse. C'est vrai que c'est lié à la durée de présence des animaux sur les élevages, notamment, quoi. Mais après, voilà, j'étais curieux de savoir d'où venaient ces délais-là. oui, c'est vrai, parce que comme ils sont différents en fonction de chaque espèce, on se demande un petit peu pourquoi, selon quels critères, sur quelles normes, etc. Voilà, je pense que la meilleure réponse, c'est celle-là, même si je ne suis pas vraiment sûr de moi, parce qu'en fait, la problématique que l'on a sur les évolutions réglementaires ou le cadrage réglementaire, c'est qu'on n'a pas forcément tout l'historique de comment des choses ont été décidées par le passé. Et là, par exemple, avec le nouveau règlement au 1er janvier, il y a plein de choses qui sont reprises telles quelles de l'ancien règlement. Sauf qu'on n'a plus les informations sur les espaces de discussion, comment est-ce que les décisions avaient été prises dans l'ancien règlement. Donc, si on demande pourquoi, on nous répond bah, comme avant. Donc, du coup, ce n'est pas forcément évident d'avoir cette information-là. Et du coup, il y avait une deuxième question de votre part. Comment cela se passe-t-il dans les autres pays de l'UE pour le contrôle? Ah oui, bah, c'est une question hyper intéressante. J'ai effectivement précisé qu'en France, on a fait le choix de déléguer la compétence de contrôle du ministère. Donc, le ministère, c'est l'autorité compétente en France, ou plutôt c'est l'INAO, l'autorité compétente en France sur les questions d'agriculture biologique, puisque le ministère passe par l'INAO pour tout ce qui est aspect décisionnel en lien avec l'agriculture biologique. Et c'est l'INAO, ou le ministère, qu'importe, qui conventionne avec des organismes privés indépendants pour que ces organismes, qui sont complètement en dehors du ministère, en dehors de toute dépendance à l'État ou quoi que ce soit, qui réalisent les contrôles. Et ils sont agrémentés par l'INAO, donc ça veut dire qu'ils sont agrémentés à certifier en bio, et ils sont accrédités COFRAC aussi, c'est-à-dire que tous les organismes de contrôle, certification, etc., ils sont accrédités COFRAC, voilà, c'est une obligation en France. Dans d'autres États membres, le choix a pu être fait que ce soit des services de l'État qui fassent les contrôles. Par exemple, j'ai très rapidement évoqué influenza aviaire à l'instant. Influenza aviaire, les organismes de contrôle, ça va être les délégations de l'État sur le territoire. Ce sont les DDPP qui vont sur les fermes et qui vérifient que les normes biosécurité sont respectées, ou qui mettent les sanctions si les normes ne sont pas respectées. Et cette stratégie-là, elle a pu être prise dans certains États membres. Nous, en France, on n'a pas fait cette stratégie, et le gros avantage de ne pas être parti sur cette stratégie, de passer par des organismes privés indépendants, c'est tout simplement qu'on peut réagir. Voilà. Vous, au sein des BV, nous, au sein des structurations que sont les GAB et la FRAB, au niveau du réseau des chambres d'agriculture, etc., on a beaucoup plus de possibilités d'interagir avec des organismes certificateurs privés indépendants que des fois d'interagir avec les services de l'État sur certains critères, sur certaines problématiques, sur certaines applications de normes ou applications de contrôle qui parfois peuvent être un peu plus, comment dire, en fonction des situations, on sait que sur certains territoires, par exemple, les contrôles sont renforcés, pas sur d'autres. On peut parfois avoir des sanctions sur certains aspects, sur certaines fermes, pas sur d'autres. Ça, en agriculture biologique, c'est pas possible. Un organisme certificateur qui fait deux poids, deux mesures, ne pourra pas rester en activité. Il aura une problématique d'agrément à certifier en agriculture biologique. Après, c'est un choix en France qui a été fait de fonctionner de cette manière-là, de passer par des organismes privés indépendants et non pas, et pas de passer par des structures de l'État. Et après, j'ai une dernière question. Existe-t-il un cadrage des dérogations vis-à-vis des contextes sanitaires?
Alors, la réglementation générale et les obligations liées à la réglementation générale sont hiérarchiquement parlant au-dessus de la réglementation bio. C'est-à-dire que quand on a une problématique comme influenza aviaire qui oblige au confinement des animaux, elle s'oblige à tous les systèmes parce qu'on est dans une problématique épidémique spécifique. Et donc, elle s'applique à l'ensemble des fermes, qu'elles soient bio ou non bio. Et donc, les agriculteurs bio, malgré le fait qu'ils aient une obligation d'accès aux espaces extérieurs, au plein air, etc., doivent se conformer à cette obligation de la réglementation générale parce qu'elle est au-dessus. Après, personne, aucun organisme certificateur ou aucun service de l'État dira du coup, vous allez perdre votre certificat bio parce que vous avez une obligation de confinement. La réglementation bio, elle s'applique dans un contexte qui est un contexte qui est en dehors de, comment dire, en dehors des cas exceptionnels comme des crises épidémiques. Voilà, c'est de moins en moins de l'exceptionnel, cette histoire d'influenza aviaire, que je prends pour exemple, mais on ne perdra pas son certificat parce qu'on applique des obligations de la réglementation générale sur une ferme. Merci. Est-ce que j'aurais pu intervenir pour répondre à la question? C'est moi qui ai posé la question vers Oui. Franck Haro, de PTB. Est-ce que donc un confinement des volailles, bon, ça induit une densité d'animaux en bâtiment? Et est-ce que, par exemple, il y a une densité à ne pas dépasser en cas de confinement sanitaire? Et si c'est pas, si cette densité elle est trop élevée au mètre carré, est-ce qu'il n'y a pas des règles, voilà, des obligations de diminuer le cheptel? Oui, je vois tout à fait la logique de votre question. En agriculture biologique, dans le cahier des charges, on différencie les obligations de densité intérieure-extérieure. C'est-à-dire que vous avez par exemple, si on prend la production porcine, vous avez des densités à respecter, des densités maximales à respecter pour les lots de cochons en intérieur et en extérieur dans leur parcours de plein air, etc. Vous avez des surfaces minimales par tête à respecter en intérieur et en extérieur. Et dans un cas de confinement des animaux, et dans ce cas-là, par exemple, sur les volailles, elles n'ont plus accès au parcours. Mais après, leur densité en intérieur du bâtiment, elle est inchangée du point de vue du cahier des charges, puisque c'est la même que quand vous rentrez les animaux en fin de journée, par exemple, à l'intérieur du bâtiment. Donc non, il n'y a pas d'obligation de dédensifier, par exemple, en supprimant une partie du cheptel. Par contre, effectivement, la réalité est que ces animaux qui ont normalement une obligation d'accès au parcours, une obligation d'accès à l'extérieur, ne peuvent plus répondre à cette obligation, n'ont plus accès au parcours. Et donc là, il peut y avoir possiblement certaines demandes. Alors ça a été notre rôle aussi, mais de demander des cadres dérogatoires pour aménager des parcours protégés avec grillage et filets, etc., pour quand même se protéger des questions d'influenza aviaire, etc. Mais c'est des demandes supplémentaires de la profession agricole, en fait, c'est pas des obligations. Donc non, les densités, elles sont réfléchies en fonction de si on est en intérieur ou en extérieur. Et donc, si on doit confiner les animaux en intérieur, ils sont dans un espace intérieur. Et du coup, on respecte la densité comme c'était le cas avant. Ok, merci. Alors moi, je ne vois plus de questions dans le chat, mais peut-être que vous avez d'autres questions à poser à l'oral. On peut en prendre d'autres, hein. Moi, c'est Yo de Rider du Quenon Aval. Est-ce qu'on peut affirmer que tous les bios se valent en Union européenne? C'est vrai qu'a priori, oui, parce que le cadre européen est le même partout dans l'Union européenne, mais c'est des propos qu'on peut entendre dans les campagnes. Il parle peut-être plus souvent du bio hors Union européenne, mais on entend aussi parfois des choses un peu bizarres sur le bio en Union européenne. Oui, tout à fait. La réponse à cette question, est-ce que toute la bio d'Europe se vaut, ou du moins est-ce qu'elle est produite selon le même cahier des charges? La réponse officielle, c'est oui. Et ensuite, la réalité de la situation, c'est que ça dépend.
Je dis que ça dépend parce que tout à l'heure, dans ma partie introductive, là, je vous ai dit que vous aviez le cadre européen et ensuite, vous avez des besoins d'éclaircissement ou de précision à l'échelle des États membres. Et en France, par exemple, on va passer par des outils propres comme le guide de lecture que j'ai cité tout à l'heure. Parce que la réalité, c'est que au niveau des négociations à l'échelle de l'Union européenne, pour écrire le cahier des charges, des fois, dans les négociations, certains acteurs ont intérêt à ce que certaines rédactions, certaines lignes restent assez floues, restent assez peu précises. Sauf que ce qui est flou et ce qui est non précis, nous, ensuite, au sein de l'État membre, en France, on ne peut pas l'appliquer. Parce que tout simplement, toutes les règles doivent être certifiables. Toutes les règles doivent être contrôlables. Et si une règle n'est pas contrôlable, on a un problème. Donc, on a un travail en France qui est piloté par l'INAO, qui est un travail de précision de la réglementation, ou d'éclaircissement de la réglementation. Ça veut dire qu'on ne crée pas de réglementation supplémentaire, mais on va la préciser. Par exemple, pour vous donner un sujet qui va vous parler, je pense, les effluents d'élevage industriel, les effluents issus de systèmes d'élevage industriel. En agriculture biologique, ces effluents, le cahier de charge nous dit qu'ils sont non autorisés sur des terres en agriculture biologique. Sauf que le cahier des charges européen n'a pas défini le terme élevage industriel. Et en France, on a voulu éclaircir les choses pour savoir ce qui était autorisé de ce qui n'était pas autorisé. Et donc, on est allé chercher l'information. On s'est basé sur d'autres directives européennes pour dire, ben voilà, cet élevage-là, en 100% caillebotis et au-delà de, voilà, pour les volailles de chair, c'est au-delà de 85 000 volailles, on va considérer que cet élevage est industriel et donc que les effluents produits par cet élevage industriel, on ne pourra pas les utiliser sur des terres en bio. Mais ça, c'est notre précision réglementaire à nous, parce qu'on avait besoin d'un support qui soit certifiable sur le terrain, parce que notre activité de certification nous y oblige. D'autres États membres n'ont pas fait ce choix-là. Je ne peux pas vous citer quels sont les États membres qui ont appliqué ce type de réflexion et les autres qui ne l'ont pas appliqué, mais la réalité, c'est que sur ce critère-là, on n'a pas une homogénéité parfaite au niveau de l'Union européenne. On peut parler d'un autre exemple, le chauffage des serres en agriculture biologique. En France, les discussions ont démarré sous la tutelle de l'INAO pour essayer de préciser un petit peu la question du chauffage des serres, avec une partie de la profession agricole qui considérait que chauffer des serres pour produire des produits agricoles permettait du coup une production désaisonnée à contre-saison. Et donc, on ne respectait pas l'un des principes fondamentaux de l'agriculture biologique que je n'ai pas précisé d'ailleurs dans ma présentation. Je vous ai dit que la liste était non exhaustive, mais ce principe fondamental, c'est la saisonnalité de la production. Et donc, en France, on a fait le choix d'encadrer le chauffage des serres en disant, voilà, les produits qui sont issus d'une serre chauffée avant telle date ne pourront pas bénéficier du label, après telle date pourront bénéficier du label. C'est un compromis qui a été trouvé entre des positions très opposées. Mais on a fait ce travail-là en France et ça n'a pas été fait ailleurs dans notre territoire. Donc, quand vous posez la question de est-ce que la bio européenne vaut la bio française et inversement, est-ce que tous les produits bio issus de tous les pays européens ou membres de l'UE se valent? La réponse officielle, c'est oui, parce qu'on a tous le même cahier des charges, mais la réalité pratique, c'est ça dépend, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes niveaux de précision sur les règles. Est-ce que ma réponse est suffisamment claire? Ça me va, merci. Très bien. Et après, pour ce qui est des pays qui produisent des produits sous agriculture biologique et qui vont les exporter en Europe, là, on passe dans un autre système. On passe dans ce qui s'appelle le régime d'échange avec les pays tiers. Et pour ce régime d'échange, en fait, on a deux possibilités. On a la conformité et l'équivalence. Alors, c'est deux mots qui sont un petit peu barbares, mais en fait, c'est très simple. La conformité, ça veut dire que le pays qui va exporter ses produits agriculture biologique sur le territoire européen va produire ses produits agriculture biologique en respectant notre cahier des charges à nous. C'est-à-dire qu'ils vont garder le cahier des charges de l'Union européenne, ils vont l'appliquer sur leur territoire hors Union européenne pour produire des produits bio.
très souvent certifiés par des certificateurs de l'Union européenne, d'ailleurs, qui ont des délégations sur les pays tiers, et du coup exportés en Europe. Donc ça, c'est la conformité. Donc là, on s'assure effectivement que les produits ailleurs, hors Europe, sont extrêmement similaires et semblables à ce qui se fait en Europe, puisqu'en fait, c'est le même cahier des charges. Et la deuxième possibilité, c'est l'équivalence. L'équivalence, c'est autre chose. On va regarder le cahier des charges de l'Union européenne, on va regarder le cahier des charges d'un autre pays tiers. On va dire, OK, il y a quand même quelques différences sur les différentes lignes, mais dans le fond, les cahiers des charges sont quand même très, très similaires. On va considérer que les cahiers des charges sont équivalents. Et donc, on va considérer que les produits qui sont produits justement sur des pays tiers sous régime d'équivalence respectent le cadre européen à quelques lignes près, mais on considère qu'ils respectent le cadre européen. Et dans ce cas-là, on va pouvoir les faire rentrer sur le territoire européen avec la dénomination agriculture biologique. Dans tous les cas, on regarde très, très, très précisément l'origine des produits, leur cadre de certification, leur régime d'échange avec les pays tiers, et on s'assure effectivement qu'il n'y ait pas de communication frauduleuse ou qui induise en erreur le consommateur final. Voilà pour ces aspects-là. Alors, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'était plutôt pour parler des évolutions réglementaires. Donc, on va essayer de respecter cette proposition de plan parce que les évolutions réglementaires au 1er janvier, au 1er janvier de cette année, au 1er janvier 2022, bon, il y en a, mais ce n'est pas une révolution du cahier des charges. Du moins, ce n'est pas une révolution du cahier des charges de manière générale. Les règles sont globalement les mêmes. Si on met de côté certaines filières, par exemple, quand je dis ça, je mets entre parenthèses la filière pondeuse, qui est quand même très impactée par l'évolution du cahier des charges, parce qu'il y a plein de choses qui ont bougé, des petits curseurs, comme je les appelle là dans la présentation, des petits curseurs qui ont évolué. Mais mis bout à bout, tous ces curseurs ont eu des impacts assez conséquents sur la filière pondeuse, qui se trouve, elle, fortement impactée. Mais si on regarde à l'échelle des systèmes de manière générale, si vous voulez regarder les systèmes de bovins, les systèmes de ruminants, petits ruminants, il n'y a pas d'évolution majeure. Mais il y en a quand même. Et il y en a sur différents aspects. Alors déjà, il y a le fait qu'on élargit le champ d'application. Élargir le champ d'application, ça veut dire qu'on considère que de nouveaux produits peuvent être certifiés agriculture biologique, alors que ça n'était pas le cas avant. Le sel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'on a élargi le champ d'application qu'on va pouvoir certifier du sel agriculture biologique. Il y a des curseurs qui évoluent. Il y a aussi un aspect de la nouvelle réglementation, c'est son côté numérisation, digitalisation de l'information. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par des procédures de référencement en ligne. Voilà, c'est la réglementation bio. La nouvelle réglementation bio, c'est un peu la réglementation de la base de données. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent un petit peu dans ce sens-là. Alors, pour les opérateurs sur le terrain, pour les producteurs, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Mais c'est surtout pour les organismes de contrôle, pour l'administration. Voilà, pour nous, parce qu'à la FRAP Bretagne, on est aussi observatoire régional de la production biologique. Donc, voilà, c'est des secteurs qui nous touchent quand on fait nos activités d'observatoire. Mais sinon, pour le terrain, ça ne change pas énormément de choses. Les plans de contrôle aussi. Plan de contrôle, c'est quelle est la procédure de contrôle appliquée par un organisme certificateur sur l'accompagnement d'une ferme. Et le dernier aspect qui est quand même assez intéressant dont je voulais vous parler, c'est la certification de groupe de producteurs. Alors déjà, pour parler un petit peu du contexte de l'évolution réglementaire. Il y a plusieurs raisons qui sont liées à l'évolution réglementaire et aux travaux qui ont été lancés en 2014. Parce que oui, la nouvelle réglementation d'aujourd'hui, là, à partir du 1er janvier, c'est le fruit d'un travail de 8 années. Le chantier d'évolution de la réglementation bio a commencé en 2014. Le chantier a démarré parce que les filières étaient en expansion, que les marchés se développaient, que la production se développait, et ça depuis l'entrée en vigueur du précédent règlement, qui était au 1er janvier 2009. Et on a fait le constat dès 2014 qu'il fallait, dès cet instant, penser à un nouveau cadre réglementaire. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, les dérogations. Certains cadres dérogatoires méritaient d'être réévalués, voire supprimés, parce que la production se développant,
certains cadres dérogatoires qui avaient pour objectif de faciliter le développement de la production n'avaient plus lieu d'être et donc pouvaient être supprimés. Et pour les supprimer, il faut un nouveau cadre réglementaire. Une autre raison qui est liée à l'évolution réglementaire, c'est le besoin d'harmoniser des cahiers des charges. Par exemple, en France, avant le 1er janvier, on avait un cahier des charges lapin bio qui était un cahier des charges national parce qu'on n'avait pas de cahier des charges européen. Donc, on pouvait produire du lapin bio. On mettait le logo AB dessus. On ne mettait pas l'Eurofeuille parce qu'il n'y avait pas de cahier des charges européen. On mettait que le logo AB. La Commission européenne, quand même, venait nous voir en France pour vérifier qu'on n'utilisait pas les termes agriculture biologique n'importe comment, mais on produisait du lapin bio français et avec notre propre cahier des charges, sauf qu'on n'était pas les seuls. Il y en avait d'autres en Europe qui commençaient à faire du lapin bio et on commençait à avoir plusieurs cahiers des charges différents. Et donc là, il y a des besoins d'harmonisation. À partir du moment où plusieurs États membres produisent une même production agricole certifiée agriculture biologique, il faut harmoniser les choses. Et enfin, le dernier aspect, c'était protéger l'agriculture biologique parce qu'on était dans un contexte où il y avait eu des problématiques de fraude, une tendance aussi à l'industrialisation de l'agriculture biologique, de nouveaux enjeux aussi, des enjeux comme celui du climat, qui ont fait qu'il fallait aussi faire une évolution réglementaire pour intégrer ces nouvelles problématiques dans le cadre réglementaire. Donc là, on sait pourquoi on a évolué dans la réglementation bio, ou du moins pourquoi les travaux d'évolution réglementaire ont commencé en 2014. Sauf que ça a été un travail long et douloureux. Douloureux, pourquoi? Parce que entre 2014 et 2018, les trois instances que vous voyez en haut à droite de mon diaporama, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen, ont mis 4 années et 18 trilogues. Donc des trilogues, c'est le texte passe entre les mains de la Commission européenne, va vers le Parlement, et puis il repasse vers le Conseil de l'Union européenne, puis retourne vers la Commission européenne. Ils ont fait ça 18 fois. Et ça ne s'est jamais vu dans un processus d'évolution réglementaire au niveau de l'Union européenne. C'était de l'inédit, complètement. Donc, on a une petite idée de la pénibilité du processus et du non-respect des délais, puisque 4 ans pour produire un seul texte, c'était un petit peu problématique. Finalement, en mai 2018, on a eu un texte de compromis. Donc, c'est le 848 dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Ensuite, on a commencé à faire toutes les négociations pour les règles détaillées, sauf qu'en 3 ans, il fallait finir l'ensemble des textes additionnels. Donc, il faut savoir que la réglementation bio au niveau européen, c'est 25 textes. Donc là, il manquait 24 textes, il fallait faire en 3 ans, alors qu'ils avaient mis 4 ans pour en faire un seul. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Et puis ensuite, on devait faire un nouveau règlement qui entrait en vigueur au 1er janvier 2021, sauf qu'en 2021, il y a eu pas mal de problématiques. Durant l'année 2020, il y a eu toute l'épidémie du coronavirus, il y a eu énormément de retard réglementaire. Bref, ça a été repoussé d'1 an pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Et donc, quel est le bilan de ce processus d'évolution de la réglementation bio? Eh bien, le constat qui est fait, en tout cas par le réseau GAPFRAP de Bretagne, c'est qu'on a du coup un texte qui est beaucoup plus loin du terrain, beaucoup moins pédagogique, beaucoup moins lisible. Et voilà, on a une trentaine de textes européens et français aujourd'hui pour appliquer la réglementation bio en France sur les fermes. Et du coup, ce n'est plus une réglementation qui est à la portée de tous. Et il faut passer par du travail de vulgarisation et de pédagogie pour y accéder. Et donc, décomplexifier la réglementation biologique, c'était l'un des objectifs qui n'a pas été atteint dans ce processus. Alors, on a parlé du champ d'application et notamment du fait que le champ d'application s'élargissait. Vous avez en vert toutes les productions agriculture biologique qui étaient certifiées avant le 1er janvier et qui sont toujours certifiées après le 1er janvier. Je bois un petit peu parce que j'ai la gorge qui sèche. Ensuite, vous avez ici en bleu les productions qui étaient encadrées en France par des cahiers des charges nationaux et qui sont maintenant encadrées par le règlement européen depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que je vous ai parlé des lapins, mais il y a d'autres espèces pour lesquelles c'est également le cas. Par exemple, les reproducteurs avicoles, les poulettes, les cervidés, etc. Il y avait des cahiers des charges nationaux, alors en France ou pas forcément en France, ailleurs en Union européenne,
Mais du coup, maintenant, on a des cahiers des charges harmonisés. C'est-à-dire que l'ancien cahier des charges lapin bio, qui était applicable en France avant le 1er janvier, c'est fini. On ne l'utilise plus. On n'utilise que le cahier des charges européen maintenant qu'il existe. Là, vous avez en bas à droite, en violet, les cahiers des charges français qui existent encore, parce qu'il n'y a pas de cadre européen pour ces cahiers des charges-là. Voilà. L'Europe n'a pas fait le travail de cahier des charges sur les escargots, ni sur les autruches, ni sur les cailles, ni sur les alpagas, les lamas. Donc, on a un cahier des charges français qui est toujours en vigueur et qui n'a pas été harmonisé au niveau européen. Et vous avez à droite, en rouge, toutes les nouvelles productions qui sont encadrées par le règlement européen ou qui seront encadrées par le règlement européen, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il nous manque encore beaucoup de textes. Quand je vous ai dit, il y a 30 textes européens et français qui permettent l'application du cahier des charges en France, c'est 30 aujourd'hui, au moment où je vous fais ce webinaire, mais il en manque beaucoup. Par exemple, on a parlé du sel. Le sel sera certifiable en bio, mais on ne connaît rien du cahier des charges de production pour l'instant. Aucun texte n'est paru sur le sel. Donc, il est prévu que le sel soit certifiable, mais on n'en aura pas avant un petit moment parce qu'il nous faut un cahier des charges avant ça. On va parler un petit peu des curseurs. Alors, bien sûr, il y a peut-être des questions là-dessus, donc n'hésitez pas, vous pouvez les noter, les mettre dans l'onglet de discussion. On prendra les discussions. On a un deuxième temps de questions-réponses après cette partie-là. Ensuite, les curseurs qui bougent. Alors, pour renforcer la cohérence du cahier des charges, on peut partir d'un certain niveau et puis augmenter les niveaux, augmenter les curseurs pour aller vers quelque chose de plus exigeant parce qu'en fait, la bio devient plus accessible, elle devient plus généralisée, elle devient plus abordable. Et du coup, on augmente les curseurs. Les curseurs, pour vous donner une image, c'est ça. Avant le 1er janvier, on disait que les herbivores devaient avoir minimum 60% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si j'ai une ferme laitière bovine, je dois être à un minimum 60% d'autonomie alimentaire. Et à partir du 1er janvier, alors là c'est 2024, le piège, ce n'est pas le 1er janvier 2022, il faudra que ce pourcentage soit de 70%. Pour les monogastriques, l'autonomie alimentaire, on est passé de 20% à 30%. Et là, depuis le 1er janvier, là aujourd'hui. Autre chose, pour les monogastriques, on tolérait jusqu'au 31 décembre une alimentation 95% bio. Maintenant, l'alimentation doit être 100% bio. Hormis pour certaines catégories d'âge très spécifiques, les porcs de moins de 35 kg ou les jeunes volailles, mais la tendance, c'est d'aller vers du 100% bio. Ensuite, quand on n'était pas autonome, vous voyez qu'on a parlé de 70% d'autonomie alimentaire, 30% d'autonomie alimentaire. On tolérait l'intégration de C2. Alors, le C2, c'est du conventionnel. C'est des produits qui sont en conversion, mais ils n'ont pas la labellisation bio. C'est des produits qui sont conventionnels, qui vont vers la bio, mais qui ne sont pas bio. Et bon, on tolérait l'intégration dans l'alimentation des animaux à hauteur de 30% de C2 issus de l'extérieur. Maintenant, le seuil a été rabaissé à 25%, toujours pour augmenter la part d'autonomie alimentaire et minimiser la part des produits conventionnels dans l'alimentation bio. Et ensuite, une autre idée de curseur, l'aliment d'allaitement des jeunes, il doit être 100% lait. Alors 100% lait, c'est un peu particulier comme terme, mais ce qu'il y a derrière, c'est la naturalisation du lait, c'est-à-dire du lait naturel, intact, donc sans produits végétaux, sans vitamines ajoutées, etc., etc. Donc ça a été renforcé avec le nouveau cahier des charges. Voilà pour les curseurs, ça vous donne une petite idée. Il y a des tendances qui bougent. Globalement, sur un système bovin laitier en bio, ça ne change pas énormément de choses de passer de 60 à 70%. Nous, on l'a vu au niveau des fermes qui adhèrent à notre réseau, ce n'est pas très, très impactant. En monogastrique, le passage de 95% bio à 100% d'alimentation bio est plus impactant parce que souvent, les 5%, c'est des aliments à forte teneur protéique qui sont plus difficiles à trouver en bio et pour lesquels les questions de formulation alimentaire sont plus délicates avec du 100% d'aliments bio, quoi. Et parfois un prix de l'aliment qui est plus important aussi. Alors la digitalisation de l'information, la numérisation des données, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le nouveau cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges qui se base sur des systèmes d'information, les systèmes d'information en général. Et l'objectif de cette numérisation, de cette digitalisation, de passer plus par des bases de données généralisées plutôt que de passer par des voies déclaratives papier, ça a plusieurs intérêts. Déjà, le meilleur suivi de l'historique des contrôles,
le meilleur référencement des stocks aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une dérogation qui est en place, les dérogations sur les semences qui vous dit telle semence, il n'y en a pas assez en bio, donc on va accepter que vous puissiez l'acheter en conventionnel non traité pour votre système bio. Et bien ça, c'est hyper important parce que le pas assez en bio, en disponibilité, il faut savoir le chiffrer. Et donc la digitalisation de l'information permettra ça. On le faisait déjà en France, mais ils ne le faisaient pas dans d'autres pays européens. Nous, on le fait avec semencesbiologiques.org, mais qui a déjà été mis en place par l'INAO et le successeur du GNIS, dont je ne me souviens plus, SEMAE, mais sinon, ce n'était pas forcément en application dans d'autres pays européens. Ensuite, le meilleur accès à l'information. Là, ce dont je viens de vous parler, c'est bien d'avoir l'information, mais c'est bien de rendre l'information accessible et du coup de pouvoir la consulter sur des sites internet, sur des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi un des intérêts de la digitalisation de l'information. Un meilleur support aussi pour les décisions concernant les dérogations, et que on accepte ou pas une dérogation, avoir cette information est indispensable. Et aussi, et surtout, pour que la Commission européenne, qui est en charge de ce règlement bio européen, puisse suivre les États membres, puisse suivre l'INAO en France, qui est l'autorité compétente, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'application réglementaire, des gestions des dérogations, de ce genre de choses. Concrètement, ça marche comment? Parce que c'est bien d'avoir parlé de système d'information et de base de données, mais concrètement, ça marche comment? On a dit tout à l'heure que pour passer en bio, il fallait se notifier auprès de l'agence bio. Donc l'agence bio, c'est qui est en agriculture biologique. On a dit aussi qu'il y avait des contrôles réalisés par les organismes certificateurs. Donc les organismes certificateurs savent qui est bien aux normes de l'agriculture biologique, qui a eu des écarts et des manquements à l'agriculture biologique, qui a un certificat à jour de l'agriculture biologique. Et l'INAO, ils gèrent les questions de dérogation, ce genre de choses. Donc, ils ont aussi un ensemble d'informations. Tout cela va passer, du coup, alors c'est très théorique, et surtout pour moi qui ne suis pas un expert de l'informatique, mais tout cela va passer dans une moulinette de fusion de bases de données, ou du moins, sans parler de fusion, de liaison entre les bases de données, pour derrière avoir de l'information actualisée sur tous ces aspects, les notifications, les manquements, les dérogations, et également le suivi des contrôles, le suivi des manquements et des mesures qui ont été appliquées en lien avec les manquements. Et tout ça, du coup, tout cet ensemble d'informations va être rapporté à la Commission européenne aussi, parce que la Commission européenne elle a besoin de ces informations-là aussi pour un suivi de la réglementation, de son application, voire même de son évolution dans les années futures. Alors, en France, on a une référence pour donner un exemple d'informations numérisées qui nous permettent, par exemple, d'accéder ou non aux dérogations. C'est semencesbiologiques.org dont je parlais tout à l'heure. Ce type d'outil va être réutilisé pour d'autres demandes de dérogation, par exemple sur les animaux en bio. C'est-à-dire que quand on veut acheter, par exemple, on veut constituer un cheptel ou agrandir un cheptel, on veut acheter 10 vaches de telle race, de tel profil. Et on a besoin de savoir s'il existe des disponibilités en bio, si on peut acheter ces vaches avec le certificat bio. Ou alors, si on n'en trouve pas, il faut pouvoir dire de manière objective et pertinente, il n'y en a pas. Donc, je demande une dérogation pour les acheter en conventionnel et je les passerai en bio. On va faire le même type d'outil que celui de semencesbiologiques.org qui fait ce travail-là pour les semences. Et on va passer par un outil. Alors cet outil, il est en production actuellement. Il n'est malheureusement pas disponible encore alors que c'est en application depuis le 1er janvier, mais il est toujours en cours de travail. Et ça sera un outil qui appartiendra au FIBEL, un institut technique de l'agriculture biologique. Donc ça, c'était sur la digitalisation de l'information. Et puis après, il y a une autre information, c'est sur les plans de contrôle. Alors moi, je vous ai dit qu'en France, on avait quand même pas mal d'avance sur les plans de contrôle parce qu'en fait, on a tout un travail d'harmonisation qui a été fait au niveau de la France. Et d'ailleurs, la Commission européenne a regardé de très près ce qui se faisait en France pour voir ce qui pouvait être applicable dans les autres pays européens. En France, on a un guide de lecture commun, c'est-à-dire le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de préciser les règles de l'agriculture biologique pour faciliter son contrôle. Ce type d'outil est très apprécié parce que du coup, on s'assure d'une application des règles homogènes sur tout le territoire. Ensuite, on a un autre document qui a été le fruit d'une harmonisation au niveau national, c'est le catalogue des manquements,
C'est-à-dire que tous les organismes certificateurs se réfèrent au même document quand ils constatent un manquement à l'agriculture biologique, un écart au cahier des charges. Ils vont tous appliquer la même sanction, puisque à chaque manquement, sa sanction. Et tout ça est référencé dans un ensemble, dans un seul système, dans un catalogue qui est commun à tous les organismes certificateurs. Et pour produire ces outils, le guide de lecture, le catalogue des manquements, on a une instance qui s'appelle le Comité national d'agriculture biologique, qui est piloté au sein de l'INAO, qui fait le travail d'actualisation de ces documents. Eh bien, depuis le 1er janvier, ces plans de contrôle harmonisés, donc, chez nous en France, on va être peu impacté, mais dans d'autres pays membres de l'Union européenne, ça sera un travail peut-être plus conséquent pour eux parce que ce travail n'avait pas été fait. Mais ils vont devoir appliquer les nouvelles conditions du plan de contrôle, ça veut dire tout le monde devra appliquer, tous les organismes certificateurs de l'Union européenne devront appliquer exactement la même procédure en cas de suspicion de manquement à la règle, suspicion de contamination, etc. Appliquer la même méthodologie d'enquête. Tout ce qui est documentation et registre seront sous les mêmes modèles, sous les mêmes formats. Et là, vous comprenez le lien avec le point d'avant, la digitalisation de l'information. C'est bien d'avoir toutes les informations sous le même format quand on veut les rentrer dans des bases de données. Les méthodes d'échantillonnage pour les contrôles inopinés, tout ça, il y a une méthodologie très stricte qui du coup est décrite et que les organismes certificateurs devront respecter. Tout ce qui est de la gestion des manquements aussi, nous on le faisait déjà en France, et également les modèles de certificats. Le certificat qui permet de dire voilà, vous êtes certifié agriculture biologique, là tous les organismes certificateurs, à chaque organisme certificateur son certificat, là on va passer par des modèles qui vont être harmonisés. Voilà pour les plans de contrôle. Et après, le dernier sujet là, de cette présentation. Et puis, on pourra prendre les questions. Et si on finit avec un peu d'avance, on finit avec un peu d'avance. Ce n'est pas très grave. Mais c'est la question de la certification de groupe, cette fois-ci. La règle générale en agriculture biologique, c'est qu'une ferme, un certificateur, un processus de certification. Eh bien, dans certaines conditions très spécifiques, le nouveau règlement européen permet de procéder à des certifications de groupes d'opérateurs, c'est-à-dire de se fédérer au sein d'un groupe, par exemple un groupe d'agriculteurs, pour avoir une certification à l'échelle du groupe et non pas des certifications individuelles à la ferme. Cette évolution, cette règle, elle a été pensée notamment pour certains territoires, certains pays, alors plutôt dans l'Est de l'Europe notamment, alors on est moins concerné en France, mais qui ont justement une démultiplication de fermes avec petits chiffres d'affaires ou petites surfaces, et pour rendre leur production accessible à l'agriculture biologique, parce que tout simplement le coût de certification, le coût d'audit était trop important pour ces fermes pour accéder à l'agriculture biologique. Ce qui était dommage, sachant que les pratiques pouvaient être tout à fait compatibles avec l'agriculture biologique, voire qu'elles respectaient déjà de fait l'agriculture biologique. Eh bien, pour rentrer dans cette certification de groupe, il faut quand même respecter un ensemble de critères. Déjà, le groupe ne doit être constitué que d'agriculteurs-agricultrices. Le coût de la certification individuelle de ces agriculteurs-agricultrices doit représenter plus de 2% du chiffre d'affaires de la ferme. Donc, ça nous donne une idée du dimensionnement économique des fermes. De plus, le chiffre d'affaires annuel individuel des fermes ne doit pas dépasser les 25 000 euros. Les surfaces, elles sont limitées à 5 hectares. Alors, si on est dans des systèmes serres, elles sont limitées à 0,5 hectares. Et si c'est des configurations uniquement type prairie permanente, c'est 15 hectares. Les fermes, les agriculteurs doivent être dans le même pays, avoir une personnalité juridique commune. Alors, logiquement, ça devrait être un statut associatif, hein, c'est le plus simple peut-être. Après, il y a peut-être d'autres personnalités juridiques auxquelles on ne pense pas et qui sont peut-être plus applicables ou plus en usage dans d'autres pays européens. Il doit y avoir une proximité géographique. Alors là, point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est que la proximité géographique. Ils doivent avoir un système de commercialisation commun, et c'est peut-être là que c'est le plus limitant, parce que du coup, l'ensemble de ces fermes doit respecter l'ensemble de ces critères, mais aussi commercialiser par le même biais. Et enfin, avoir un système de contrôle interne. Donc, ça veut dire qu'il y a une certification de groupe, mais aussi un système de certification interne au groupe où chacun des acteurs va contrôler les autres acteurs du groupe. Concrètement, est-ce qu'on va avoir des systèmes de certification de groupe qui vont fleurir en Bretagne, sur nos territoires?
Il y a quand même peu de chance, mais je pense que c'était quand même important que vous ayez cette information-là pour que si jamais on vous en parle sur le terrain, vous sachiez que effectivement c'est une possibilité réglementaire, pardon. Est-ce que ça va devenir une réalité? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est plutôt mitigé d'après les retours de terrain que l'on a. Voilà pour les évolutions. Alors, vous avez vu que les règles, elles évoluent. Les règles, elles évoluent au niveau européen avec cette évolution du règlement européen, mais les règles, elles évoluent aussi dans leur application française. Je vous ai parlé du guide de lecture, je vous ai parlé du Comité national d'agriculture biologique. Eh bien, ce Comité national d'agriculture biologique, pour lequel la FNAB, donc la tête du réseau agriculture biologique, dont la FRAB Bretagne fait partie, la FRAB Bretagne adhère à la FNAB, eh bien, la FNAB a des référents au sein de ce Comité national d'agriculture biologique, comme les coopératives, enfin comme la coopération agricole plutôt, comme les chambres d'agriculture, comme d'autres acteurs. Et ce Comité national d'agriculture biologique, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille sur le guide de lecture, c'est-à-dire que dès qu'on a un flou réglementaire, un flou de contrôle sur le terrain, et ben, du coup, on va replacer les discussions dans le Comité national d'agriculture biologique. On va prendre des décisions à l'échelle du territoire national ensemble et on va modifier le guide de lecture pour que ça corresponde à la réalité des situations et que ce soit vraiment des choses qui soient certifiables. Et donc, le règlement européen, il bouge, mais l'application française de ce règlement européen, il bouge aussi puisque le guide de lecture, il évolue. Le guide de lecture, c'est un document qui est téléchargeable en libre accès sur le site de l'INAO et il est actualisé 1 à 3 fois par an en fonction des cadences données par le Comité national agriculture biologique. Donc, les ressources, pour les retrouver, je vous disais le site de l'INAO, inao.gouv.fr. Et après, je vous disais tout à l'heure que le règlement européen, il a mis de la distance entre les fermes et son texte, et que ça, c'était quand même très, très dommage, que les producteurs et les productrices ne puissent pas... Enfin, c'est très compliqué d'aller se renseigner sur le règlement européen en autonomie, à part si on est vraiment un féru de la documentation européenne et de la réglementation européenne, ce qui est globalement pas la majorité des cas sur le terrain. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait par notre réseau avec un ensemble de fiches sur le site internet Produire Bio, qui est accessible ici, sur lequel on a fait des fiches synthétiques. Voilà, une dizaine de pages par production. La fiche bovin-lait, c'est une dizaine de pages. Et ces fiches-là, du coup, elles sont actualisées avec le nouveau règlement européen. Donc, les curseurs, ce genre de choses, tout ça est pris en compte dans ce document-là. Voilà, et bien écoutez, je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis surtout, on va prendre un temps de questions-réponses comme tout à l'heure, si vous voulez. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat et il y a une main qui est levée. Je vous propose de traiter la question qui est dans le chat et puis on vous donne la parole ensuite, Paul. Donc, Bertrand Caro, quelles sont les origines des blocages au niveau de l'Union européenne? Alors mince, est-ce que vous pouvez resituer votre question parce que du coup, je ne sais pas à quel moment de la présentation vous l'avez posée. Oui, c'était au début. Ça a pris 4 années pour adopter un texte, de 2014 à 2018. Oui. Voilà, tout à peu, pour savoir quels avaient été les freins qui expliquaient cette lenteur, quoi. Ouais, oui, tout à fait, parce que c'est quand même très étonnant. Je pense que j'aurai une réponse très très partielle de ma fenêtre bretonne sur ces informations-là, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Notre réseau national était quand même en lien étroit avec les services du ministère pendant ce processus d'évolution réglementaire et également avec d'autres acteurs comme IFOAM Europe qui sont vraiment au charbon sur ces dossiers-là. Les blocages sont essentiellement liés au fait que le premier document que la Commission européenne a sorti, c'est un document de cadrage général, c'est-à-dire que tous les autres textes se raccrochent à ce document-là. Tous les autres textes se réfèrent au 848, donc le document cadre qui a pris 18 trilogues, 4 ans de négociation. Et donc, la phase de lobbying des différents acteurs, des différents États, mais aussi des différentes professions agricoles dans les différents États membres a été extrêmement importante parce que
ces jeux d'acteurs ont pour objectif de tirer un petit peu la couverture à soi, c'est-à-dire que les ambitions et les objectifs qui sont dans l'ouest de l'Europe, dans l'est de l'Europe, au nord sur des territoires plus froids ou au sud sur des territoires moins exposés aux basses températures, par exemple, font qu'on a des grosses divergences d'approche, on a des grosses divergences de point de vue, et il faut tenir compte de toutes ces divergences, il faut les mettre en discussion, il faut les traiter, et il faut aboutir à quelque chose. Et je pense que ça a été énormément catalysé par ce premier document qui a dû référencer l'ensemble de ces informations, de ces avis, et s'en nourrir ensuite pour appliquer un cadrage. Et ce qui a été assez pénible et douloureux, effectivement. Et après, il y a la procédure réglementaire qui fait que ça doit repasser par les 3 instances, le Conseil, la Commission et le Parlement, qui ne sont pas forcément tout à fait d'accord parce que ce n'est pas les mêmes acteurs et qui peuvent avoir des divergences de point de vue aussi. Donc, ils peuvent retoquer une partie du texte, le renvoyer en négociation. Voilà, donc ça a été la phase la plus complexe. Mais une fois que ce travail est fait, puisque le cadrage est fait, eh bien, on rentre dans l'applicatif avec les documents additionnels. Certains sont très courts, hein, les documents additionnels. Il y en a certains qui font 3 pages. Il y en a d'autres qui font 50 pages, mais ça va dépendre un petit peu des documents. Mais une fois que le cadrage est fait sur la base, l'essentiel est fait. Donc je pense que c'est parce qu'il y avait énormément d'ambition et énormément de prise de position, beaucoup de travaux de lobbying qui ont fait que il a été très difficile d'aboutir à un texte de compromis. Ok, merci. Et du coup, Paul, vous avez une question aussi. Je vois que votre main est levée. Oui, moi j'avais une question. Il y a une proposition qui avait été faite là, que ces terres converties en agriculture biologique ne puissent pas repartir en conventionnel là, dans un contexte aujourd'hui, notamment en lait, de baisse de la production biologique là. Qu'en est-il de cette, enfin, s'il y a des suites qui ont été données et quelles sont les suites qui auraient été données à ça? Eh bien, à ma connaissance, ce dont vous parlez n'est pas issu d'un cadrage du règlement. C'est plutôt de l'applicatif en France. Euh, il me semble que c'est plutôt au niveau des gestions des terres, en lien avec la SAFER, les comités SAFER, etc., que ces questions-là, elles ont émergé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, ça ne s'inscrit pas dans le cadre que je vous ai présenté. C'était une ambition, un objectif, une tendance que l'on souhaitait se donner. Je pense qu'en plus, c'est très variable en fonction des départements. Donc, moi, je ne pourrais pas vous apporter la vision globale sur ces questions-là. Mais en tout cas, il n'y a pas d'emprise sur le cahier des charges. Et dans le cahier des charges, les notions de retour en conventionnel sont quand même assez, comment dire, puisque l'agriculture biologique est liée au contrôle, à tout moment, on envisage le fait qu'une production, une filière, une ferme sorte de la filière agriculture biologique parce que justement, elle a fraudé ou elle n'a pas respecté le cahier des charges. Et donc, elle va repartir, elle va sortir de la filière conventionnelle. Mais là, du coup, ce n'est pas du tout la même chose dont vous parlez. Ce que vous parlez, c'est de sécurisation des territoires, de sécurisation des terres pour maintenir les terres bio en bio. Et là, on est sur des logiques beaucoup plus locales, beaucoup plus territoriales. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, puisqu'en fait, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes niveaux d'application ou d'ambition. Ouais. Bien, merci. Sinon, pour en revenir là à ce que vous disiez, les contrôles, est-ce que vous avez des éléments sur justement le fait qu'il y ait de la fraude ou qu'il y ait des problèmes lors des contrôles? À quel type d'éléments vous pensez, par exemple? Est-ce qu'il y a des difficultés parfois à respecter le cahier des charges sur Oui. des points précis de rotation ou autre? Oui. Alors effectivement, il y a certains points du cahier des charges qui sont plus problématiques que d'autres. Et en fait, on a dans le règlement bio ce qui est obligatoire et ce qui est obligatoire, mais pour lequel le non-respect de l'obligatoire est entre guillemets toléré. Alors, on est sur un nombre très, très restreint de possibilités et souvent très peu assumé aussi de la part de la profession agricole en France. Mais par exemple, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette problématique, mais l'alimentation des petits ruminants avec le lait. Je vous ai dit tout à l'heure que le lait ou l'alimentation des ruminants de manière générale devait être 100% bio. Et bon, on a un gros problème aujourd'hui en petits ruminants, c'est qu'on ne trouve pas d'aliments d'allaitement bio.
Ça, c'est un exemple. Je pense que vous êtes familiarisé avec cet exemple-là. Et donc, la problématique, c'est que comme il n'y a pas de produit sur le marché, les producteurs, les productrices, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter du lait d'allaitement, donc de l'aliment d'allaitement sur le marché conventionnel pour le donner à leurs chevrettes, à leurs agneaux, etc. Sauf que ça, ce n'est pas possible en agriculture biologique normalement. Donc, comme ce n'est pas possible, l'organisme certificateur vient sur la ferme, constate qu'il y a une problématique, mais là, vous avez donné de l'aliment d'allaitement conventionnel alors que cet animal est bio. Donc, vous êtes écarté de la règle du cahier des charges. Donc, on va appliquer un manquement. Sauf que, comme il n'y a pas de filière d'aliments d'allaitement bio, et ben, du coup, on va appliquer un manquement qui est peu pénalisant. On va appliquer un simple avertissement, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème, on constate qu'il y a un problème, on marque le fait qu'il y a un problème, on le référence aussi. Donc, il faut penser là, maintenant, à notre nouveau système, base de données, informations, remontée à la Commission européenne, etc. Donc, la problématique, elle est identifiée. On sait que la problématique, elle est là. Il n'y a pas de filière d'aliments d'allaitement biologique pour les petits ruminants. Mais ce n'est pas parce que cette filière n'existe pas qu'on ne va pas référencer le problème et qu'on ne va pas dire à la ferme, là, tu es en tort. Et oui, mais la ferme, elle va nous dire, je suis en tort, mais je n'ai pas d'autre possibilité. Donc, comment ça se passe? Et donc là, il y a une souplesse, il y a une mensuétude. C'est-à-dire qu'on est sur un simple avertissement et on va continuer de fonctionner comme ça. Mais on sait qu'on n'est pas raccord avec le règlement bio. Donc ça, c'est un des exemples. C'est un exemple un petit peu particulier parce que là, c'est comment dire, c'est les décideurs de la réglementation qui ont mis en défaut les acteurs de la filière parce qu'ils ont mis une contrainte réglementaire à laquelle on ne pouvait pas répondre dans la réalité des systèmes. Donc, c'est un cas un petit peu spécifique. Est-ce qu'il y a des cas de difficulté de respect du cahier des charges sinon, de manière généralisée, à part quand il est question de disponibilité des produits, là, je vous parlais tout à l'heure de l'aliment des monogastriques qui devait être 100% bio, alors qu'avant, il pouvait être 95% bio. Bah là, c'est au niveau des fabricants d'aliments que ça devient compliqué parce qu'on a du mal à appliquer des formulations qui soient aussi adaptées, pertinentes et efficaces pour les productions animales. Et donc, on va se retrouver avec parfois des difficultés de stock, de disponibilité, etc. Et donc là, ça peut poser effectivement des contraintes. Mais en général, les problématiques qui sont les plus identifiées sur les fermes, comme par exemple l'accès à l'extérieur des jeunes ruminants, l'accès à l'extérieur des veaux, ce ne sont pas des problématiques qui sont des problématiques de fraude ou d'écart au cahier des charges volontaire ou intentionnel de la part des producteurs. En fait, c'est plutôt des impossibilités techniques ou structurelles sur la configuration des bâtiments, ou alors des impossibilités parce que tout simplement la matière qu'ils devraient utiliser n'existe pas concrètement, réellement. Et là, du coup, ça crée des manquements qui sont aujourd'hui extrêmement connus au niveau du ministère et des services de l'INAO et sur lesquels il y a un travail qui est fait, soit pour accompagner, soit pour mettre en place des dérogations temporaires parce qu'on n'a pas le choix, soit pour développer les filières, etc. etc. Donc voilà, les contrôles qui font le bilan d'une fraude réelle et avérée sur une ferme, ça peut arriver. Mais globalement, ça reste des choses qui sont à la marge, quoi, et avec une diversité de situations assez impressionnante. Mais pour tout ce qui est des écarts à la règle de ce type-là, parce qu'en fait, les filières n'existent pas, ils sont assez connus, et dans ce cas-là, il y a une espèce de tolérance bon, qu'il ne faut pas trop élargir quand même, parce que c'est aussi la crédibilité du label hein, qui est en jeu. Mais voilà, il y a une espèce de tolérance qui peut être mise en place. Ouais. Est-ce que ça répond bien à votre question? Ouais. Je vois que quelqu'un est parti parfaitement, dans le chat. merci, Ok, merci. super. Et il y a une autre main qui est levée, du coup, Jérôme Vassal. Oui, bonjour, du Sage de Hélorne, où j'ai une question technique concernant les règles de fertilisation en agriculture biologique. Vous avez parlé tout à l'heure des différents termes qui font référence notamment à la matière organique et à la nécessité d'utiliser des amendements organiques. Quel est le positionnement ou l'évolution du positionnement de l'agriculture biologique par rapport au digestat de méthanisation dont on parle de plus en plus et qui risque de prendre de l'ampleur et qui agronomiquement se comporterait plutôt comme du minéral que comme de l'organique, même si ça contient encore du carbone, mais non biodisponible. Ouais, c'est une très très bonne question parce que là, du coup, tout à l'heure, on parlait des évolutions réglementaires et le fait que les évolutions réglementaires, elles avaient aussi pour objectif de cadrer des nouveautés
C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, par exemple la méthanisation ou d'autres, et du coup, il faut réfléchir à leur compatibilité avec l'agriculture biologique. La méthanisation, on est pris de court en fait, avec cette réalité, son développement en Bretagne et en Pays de la Loire. Alors la règle, elle est simple, c'est-à-dire que pour utiliser le digestat d'un méthaniseur, il faut réfléchir à ce qui est utilisable sur des terres en bio. C'est-à-dire qu'on a une liste assez précise de ce qui est utilisable sur des terres en bio. C'est une liste positive. Donc, ça doit être soit bio, soit dans la liste positive. Et si ça n'est pas dans la liste, comme je le disais tout à l'heure, c'est interdit sur les terres en bio. Et bien, pour le méthaniseur, on applique la même logique. C'est-à-dire que tout ce qui va rentrer dans le méthaniseur doit respecter cette liste positive pour que le produit final, le digestat, puisse être utilisable sur des terres en agriculture biologique. Ça, c'est la réalité réglementaire. Est-ce qu'elle est contrôlable? C'est une autre problématique. Et enfin, ce n'est pas le positionnement du réseau. Le réseau a travaillé très récemment, là, en fin d'année et début de cette année, sur un positionnement par rapport à la méthanisation agricole. Si vous souhaitez obtenir le document, il est très frais, mais je pourrais éventuellement vous le communiquer. Sinon, AgroBio35, qui avait de l'avance sur nous, a fait le travail aussi. Ils ont aujourd'hui publié une vidéo sur la question de la méthanisation sur leur page YouTube. Mais on a un positionnement qui ne correspond pas aux réalités réglementaires qui, elles, par contre, sont globalement assez connues ou du moins assez claires sur leur application réglementaire. Est-ce que ça répond à votre question? Non, parce que le principe comparable à un engrais minéral de ces amendements, même d'origine bio, pose quand même problème par rapport au principe de base de l'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a un positionnement net à espérer à ce niveau-là? Non, c'est vrai que ça n'a pas été pris sous cet angle-là, mais à partir du moment où on peut prouver le fait qu'un fertilisant a plutôt les caractéristiques d'un fertilisant minéral qu'organique, dans ce cas-là, de fait, il devrait être exclu du cahier des charges en agriculture biologique. Ça, c'est une lecture très, très stricte du règlement. On pourrait faire d'autres lectures du règlement. Mais effectivement, avec cette logique-là, ça devrait être comme ça. Mais non, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on va regarder ce qui rentre dans le méthaniseur. Si tout ce qui rentre dans le méthaniseur est épandable en brut sur des terres en agriculture biologique, on considère que le digestat est épandable sur des terres en agriculture biologique. Ça, c'est la réalité réglementaire. Le principe de la méthanisation étant d'enlever la fraction organique carbonée, ça ne serait pas tellement entendable d'après les principes fondateurs de la bio. Tout à fait. Il y a deux choses dans ce que je vous dis. Il y a le positionnement du réseau et puis il y a la lecture réglementaire. Je vous ai dit, le positionnement du réseau bio, c'est pas forcément cohérent avec cette lecture réglementaire. On est sur un positionnement plus comment dire, peut-être un petit peu plus réfléchi que sur le plan strictement réglementaire où on peut pousser les questions comme celles que vous abordez. Mais ouais, c'est un document que moi je pourrais vous transmettre. Je pourrais le transmettre à Charlotte qui pourra vous le relayer aussi. Comme ça, vous aurez notre lecture plus politique de la question de la méthanisation et de son application à l'agriculture biologique. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants, participantes? Oui, alors je vois que Bertrand Caro, vous avez relevé la main. Oui, j'avais une question dans le même thème. Est-ce que l'utilisation des lisiers de porc conventionnels, par exemple, donc c'était autorisé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça l'est toujours? Alors, les lisiers de porc conventionnels, il y a deux typologies. Il y a ceux qui sont issus des élevages non industriels et ceux qui sont issus des élevages industriels. Et donc, ceux qui sont issus des élevages industriels ne sont pas utilisables sur des terres en agriculture biologique. Ceux qui sont issus des élevages conventionnels non industriels sont utilisables sur des terres en agriculture biologique. Et après, du coup, on a donc les... Je vais arrêter le partage parce que comme ça, je pourrais vous voir en plus grand. Et ensuite, on a deux choses pour définir ce qu'est un élevage industriel. On a le critère du hors-sol et on a le critère de la population, de la densité. Et donc, si on est sur des systèmes qui sont 100% caillebotis et qui dépassent un certain seuil, alors je crois que c'est 9000 porcs, 9000 places, je crois, par an. Après, bon, je vous le fais de tête parce que c'est des chiffres, c'est des seuils, donc je pourrais aussi les retransmettre à Charlotte à la limite. Mais vous avez du coup les deux critères qui entrent en jeu. C'est-à-dire que si vous êtes sur du 100% caillebotis et que vous dépassez le seuil, là, on passe dans la catégorie
élevage industriel. Et dans ce cas-là, les effluents issus de ce système ne pourront pas être épandables sur des terres en bio. Si vous utilisez des effluents de porcs conventionnels qui sont des systèmes conventionnels plein air avec de faibles effectifs, là, vous pourrez les utiliser sur des terres en agriculture biologique. Ok. Ça fait en 9000 places, ça fait quoi? Ça fait 300 truies? 300 mères Oui, je crois, oui. Ouais, il y a aussi le critère en nombre de truies aussi. Ouais. Oui. Ok. Et on a quatre précisions. On a le nombre de truies, on a le nombre de porcs et on a aussi sur les systèmes avicoles. On a 85 000 poulets et 60 000 pondeuses. Et donc pour les poulets et les pondeuses, le critère, c'est cage et dépassement des effectifs. Pour les porcs, c'est 100% caillebotis et dépassement des effectifs. Et à partir du moment où les deux conditions sont remplies, on est dans de l'industriel et on ne peut plus utiliser les effluents sur des terres en bio. Et en 2022, il y a eu des évolutions sur ces critères ou c'est comme avant? Non, c'est pas une évolution du cahier des charges européen. Ça, c'est notre fameux guide de lecture français et notre interprétation française. Parce que dans le règlement européen, il est toujours fait mention de élevage industriel, sans pour autant que ce terme élevage industriel n'ait été défini. C'est-à-dire que si vous voulez, le texte européen, dans la composition, dans le texte européen, vous avez le titre en haut du texte, et puis ensuite, vous commencez par les définitions. Et là, vous pouvez avoir 5, 10, 15 pages de définition. C'est-à-dire que tous les termes qu'on va utiliser dans le règlement, on va les définir de la manière la plus précise possible. Comme ça, quand on évoque ces termes, on sait à quoi on fait référence. Et bien, élevage industriel, il n'est pas défini. Et c'est certainement volontaire au niveau des acteurs qui ont écrit cette réglementation de ne pas définir ce terme-là, mais il n'est pas défini. Et sauf que nous, en France, on a dit oui, mais il n'est pas défini, d'accord, mais on a besoin de le définir pour appliquer le cahier des charges en France sur le territoire national. On en a besoin pour que nos certificateurs soient en capacité de certifier les fermes. Donc, on a défini le terme. Et pour essayer de le faire de la manière la plus intelligente possible, on l'a défini en utilisant des seuils qui sont eux-mêmes mentionnés dans une autre directive européenne, donc un autre texte européen. Et pour continuer sur le lisier de bovin? Le lisier de bovin, il n'y a pas de restriction. Et on n'a pas de définition d'élevage industriel de bovins. Ça ne rentre pas dans la définition. Et pour les pailles? Pour les pailles de paillage? Oui. Il n'y a pas d'évolution réglementaire sur la paille. C'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser de la paille conventionnelle pour des systèmes de paillage en bâtiment, à condition qu'il n'y ait pas de prise alimentaire au niveau de la paille. On sait que quand on a de la paille de paillage, on a potentiellement forcément de la prise alimentaire. Donc, c'est un petit jeu de lecture et d'interprétation. Mais là-dessus, il n'y a pas d'évolution. Le paillage issu de paille conventionnelle est toujours accepté sur les systèmes en bio. Voilà, et comme c'est une problématique qui pose de plus en plus question, nous, on a essayé de se saisir aussi du sujet. On a produit un petit guide d'une 30aine de pages sur les alternatives à la paille conventionnelle sur les élevages bio. On parle des possibilités alternatives pour se débarrasser de la paille conventionnelle sur son élevage bio. Donc voilà, c'est aussi un document, si vous intéresse, que je pourrais retransmettre. Mais c'est pas, du point de vue réglementaire, ça n'est pas plus contraignant avec le nouveau règlement. Je suis en train de me noter, du coup, Charlotte, si tu l'as pas fait aussi en même temps, les documents que je dois te transmettre pour les questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, il est 15h58, on peut prendre encore une question, sinon on peut s'arrêter là en fonction de vos besoins. Bon, eh ben, je ne vois pas de main qui se lève, je ne vois pas de nouvelles questions qui arrivent dans le chat, donc je vous propose qu'on clôture ce webinaire ici. Et puis du coup, Charlotte, je vais te repasser la parole. Très bien, merci.